Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse est votre magazine dominical chez Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la présidentielle 2025, notamment la phase post-électorale avec précisément les violences, comme le mentionne Mutation, le contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel, tel que le relève la nouvelle expression, mais surtout le bilan de cette élection présidentielle. Et à ce propos, le journal L'Émergence soutient qu'il faut dissoudre Elections Cameroun. Si le Cameroun s'embrase, prévient le journal, ce sera de la faute de l'ECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Mais au fait, sur quel aspect faut-il réformer l'ECAM? Sur son indépendance ou sur la qualité de ses ressources humaines? S'agit-il de reparamétrer cette institution ou carrément de la balayer? Est-ce qu'au finish, il n'est pas question de réformer tout le corpus juridique qui encadre l'organisation des élections au Cameroun, toutes les élections dans notre pays? Dans ce cas, le Conseil constitutionnel peut-il échapper à cette réforme? Quelles sont les réformes nécessaires pour que l'élection au Cameroun ne soit plus une source permanente de conflits? Ces réformes sont-elles des urgences pour le nouveau président de la République du Cameroun? Quels sont les premiers actes forts que le peuple attend du président de la République élu le 12 octobre dernier? Au regard des attentes des populations, quelles doivent être les premières grandes décisions du président élu au lendemain de sa prestation de serment? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 26 octobre 2025, convié au débat cette mi-journée. Simon-Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun, UPCiste dans l'âme, aime-t-il bien le préciser? Merci infiniment, maître, d'être là sur cette scène, cette mi-journée pour participer à ce débat avec nous. Il est à ma droite et à ma gauche, bien sûr, l'honorable Dieudonné Samuel Lemotte, député de la Nation, et bien sûr porte-parole du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, sur ce plateau cette mi-journée. Et juste à côté de lui, Edmond Kamgia, journaliste éditorialiste à la Nouvelle Expression, et bien sûr consultant à Droit des Réponses. Merci messieurs d'être venus. Nous attendons notre quatrième invité sur ce plateau, Jean-Robert Ouafo, qui va nous retrouver et qui porte la voix de l'APC sur cette scène, cette mi-journée. Je voulais commencer avec vous, messieurs. Edmond Kamgia, l'élection présidentielle est bientôt derrière nous. Dans quelques semaines, ce sera les élections régionales et dans quelques mois, des élections législatives et municipales. Il faut déjà passer ou beaucoup plus réfléchir sur les leçons, n'est-ce pas, qu'il faut tirer de ce scrutin afin de mieux envisager l'avenir. Alors, si on s'arrête au principal artificier, à l'un des acteurs majeurs de ce scrutin, notamment Elections Cameroun, vous avez entendu un certain nombre de journaux, notamment Émergence, indiquer qu'il faut carrément dissoudre l'ECAM. Est-ce que vous êtes de ceux qui soutiennent que la refonte de l'ECAM est une impérieuse nécessité? Oui, nous pensons que la réforme de l'ECAM est une impérieuse nécessité, compte tenu du fonctionnement actuel de l'ECAM, compte tenu de la manière dont le Conseil électoral, d'une part, et d'autre part la Direction générale de l'ECAM, a géré, organisé et supervisé les élections depuis la création de l'ECAM en 2006. Ils ont organisé plusieurs élections déjà au Cameroun. Présidentielle, législative, municipale, sénatoriale. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire le point. Et on peut facilement faire le point. Parce que l'ECAM, justement, l'organe indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision des élections au Cameroun, a lui-même reconnu la nécessité d'améliorer le fonctionnement du code électoral, des dispositions qui posent problème, à travers différentes concertations que l'ECAM a eues avec les leaders des formations politiques. Parce qu'il faut le dire, l'ECAM a eu, dans le cadre de son fonctionnement normal, à convoquer plusieurs leaders de formations politiques régulièrement avant les élections. Et l'une des choses qui m'a marqué cette année, dans le cadre de ce processus électoral, de cette présidentielle, dont on attend les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel, c'est que un des
leader de formation politique, régulièrement invité par Elekam, Anissé Ekane, président national du Manidem, régulièrement invité jusque pendant l'année 2025. Quelques mois à peine, il était encore invité par Elekam dans le cadre des concertations. Mais brutalement, subitement, étrangement, Elekam surprend, n'est-ce pas, l'opinion publique nationale et internationale en validant l'idée selon laquelle Elekam, le Manidem ne serait pas dirigé par Ekane Anissé. Sur la base des informations de dernière minute qui lui seraient parvenues du MINAT, qui a, pour sa part, dénoncé le piratage de son site, où on a vu le nom d'Ekane disparaître et le nom de Yebga apparaître. Et de but en blanc, on s'est rendu compte que cela a abouti au rejet de la candidature d'un candidat, notamment le candidat du MRC à cette élection présidentielle, par Elekam, et ensuite par le Conseil constitutionnel. Donc voilà. Candidat du Manidem. Candidat du Manidem. Candidat du Manidem. C'est-à-dire, le président du MRC était porté par le candidat du Manidem à ce moment-là. Donc je cite un des éléments forts qui montre la nécessité de nettoyer des dispositions du code électoral et de l'ECAM dans son fonctionnement pour que l'on comprenne qu'aujourd'hui, parce que je connais des leaders dans la société civile, des associations et même des partis politiques qui estiment aujourd'hui que, à défaut de dissoudre l'ECAM, il faut fondamentalement le réformer. Et nous en sommes là aujourd'hui. On va évoquer les aspects, les différents aspects peut-être qu'il faudrait envisager, qu'il faudrait revoir à l'ECAM pour que nous ayons une véritable commission électorale indépendante et non pas un organe théoriquement indépendant, mais dont le fonctionnement à travers son personnel montre que l'ECAM n'a toujours pas compris qu'il doit être indépendant. Robert Wafo, bonjour, bienvenue. Merci d'être là cette mi-journée pour ce débat. Je vous accueille à chaud avec cette problématique en rapport avec le bilan de l'élection présidentielle. On pense déjà à demain. Et demain, ça va être les élections régionales. Régionales. Et quelques semaines après, ce seront les élections législatives et municipales. Et il faut bien commencer à voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre à l'avenir pour que chaque élection soit chaque fois évitée, que chaque fois l'élection soit source de contestation dans notre pays. Alors, êtes-vous de ceux qui estiment qu'il faut réformer l'ECAM ou plutôt dissoudre complètement cette institution? Non, je pense pour ma part qu'il faut dissoudre l'ECAM. Parce que comme en 2018, en 2019, on a connu les mêmes travers. Parce que l'ECAM est réputé, de par la loi, pour être un organe indépendant. Alors, vous avez vu, il se trouve que le président de la République a accompagné l'ECAM à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Oui, parce que l'ECAM a sorti un bilan et a fait état de ce qu'ils avaient reçu. Figurait, n'est-ce pas, l'accompagnement de la présidence de la République. Alors, comme on dit souvent, qui donne commande? Vous ne pouvez pas recevoir l'argent de quelqu'un et puis aller contre cette personne. Ça, c'est la première chose. Vous parlez des documents qui ont circulé là? Tout à fait. Vous les avez identifiés déjà? Oui. Ces documents et les 2 milliards de francs CFA figurent dans la colonne des recettes ou des dépenses? Ils ont dit qu'ils ont perçu, en termes d'accompagnement de la présidence de la République, 2 milliards de francs CFA. Bon, voilà. Alors que c'est censé être un organisme indépendant. Et c'est même mentionné dans la loi portant création d'ECAM. Vous êtes député et vous deviez le savoir. Donc, et puis je reviens pour dire qu'on a connu les mêmes travers. Vous avez vu, n'est-ce pas, les falsifications des procès-verbaux. Une fois de plus, vous avez vu le comportement de la Commission nationale de recensement général de vote, qui n'a même pas pris la peine de consulter les procès-verbaux des autres candidats. Bon voilà, et moi je dis une chose,
c'est quoi? C'est que une chose est sûre, hein, ce qui viendra après, puisque vous avez cité les différentes élections, ne sera plus comme aujourd'hui, ne sera plus ce qu'on a vécu en 2021. Et quand je le dis, c'est parce que les Camerounais aujourd'hui ont, grâce au professeur Maurice Kamto, eu la culture démocratique et politique. Parce que vous l'avez bien vu, c'est que non pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les commentaires, même dans les débats politiques, vous avez vu des gens entrer en profondeur sur les contours de la loi. Et vous avez parlé tantôt de l'élection régionale, donc des conseillers régionaux. Vous voyez, j'ai jamais vu un pouvoir... Le mois prochain. J'ai jamais vu un pouvoir aussi bête, je vais même dire bête. Comment peut-on, avec le même corps électoral, puisque c'est un scrutin indirect, c'est les conseillers municipaux qui doivent donc élire les conseillers régionaux, comment peut-on avoir le même corps électoral pour 2 élections de suite? Et où est la bêtise? Mais c'est la bêtise. Pourquoi? Il faut changer le Cameroun. Non, laissez qu'il développe. Écoutez, où se trouve la bêtise? Si on a prorogé le mandat des députés, n'est-ce pas, pourquoi ne l'avoir pas fait pour les conseillers régionaux? Si on a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux, pourquoi ne pas repousser également l'élection des conseillers régionaux? Mais vous vous rendez compte? C'est ça la bêtise? C'est la bêtise. La loi ne le permet même pas. C'est quoi la définition de bêtise même? Parce qu'il faut regarder pour voir, pour comprendre exactement même de quoi vous parlez. Est-ce qu'il y a un acte en rapport avec cela qui soit interdit par la loi? Ah, donc c'est ce que vous voulez dire. Non, je pose la question. Qui n'est pas formellement interdit par la loi. Est-ce que le président de la République qui a pris cet acte-là a agi dans le champ de ses compétences? Est-ce qu'il y a une loi qui l'a enfreint? Il y a quand même le bon sens en politique. Il y a quand même le bon sens. Bon, et le bon sens est la chose la mieux partagée. D'accord. On note que vous avez évolué en partant de la bêtise pour le bon sens. Je dis tout ça, quand je parle de la bêtise, je veux justifier, donc c'est une bêtise en vous disant que le bon sens est la chose la mieux partagée. Un conseiller municipal qui a élu, n'est-ce pas, les conseillers régionaux en 2020, c'est lui encore qui vient élire les conseillers régionaux en 2025. Vous trouvez ça? Est-ce qu'on n'est pas sorti de la question? On n'est pas sorti de la question. Parce que ma question portait sur Elecam. Je dis, c'est vous qui avez prononcé le conseil régional. C'est vous qui avez dit qu'il y a l'élection du conseil régional dans un mois et puis maintenant ce sera suivi. Et l'organe en charge de l'organisation de ces élections, c'est Elections Cameroun. D'où ma question, quelles sont les précautions qu'il faut prendre avec Elecam aujourd'hui pour que les élections prochaines, futures soient meilleures? Il n'y a même pas de précaution à prendre parce que ce sont les mêmes membres d'Elecam qui vont rester si on ne dissout pas Elecam. Ils sont réputés pour leur partialité. La preuve, pour la plupart, avant leur nomination, parce que l'indépendance se constate avant la nomination. Donc l'indépendance précède la nomination. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas de Camerounais ici qui peuvent quand même faire preuve d'impartialité. L'une des conditions, je vais me dire la première condition, qui mesure l'impartialité d'un individu, c'est celui de n'avoir jamais appartenu à une formation politique. Or, les gens de l'ECAM sont tous des anciens militants du RDPC, du parti État. Donc, vous ne pouvez pas me dire que parce qu'on a démissionné d'un parti politique à la suite, ce n'est même pas avant, à la suite de la nomination, qu'on devient, du coup, du jour au lendemain, indépendant. Non, la preuve, c'est quoi? C'est que tels qu'ils agissent là, aujourd'hui, ils agissent plus comme militants du RDPC que comme membres de l'ECAM, eux, les membres qui sont supposés être indépendants et impartiaux. Alors moi je dis, comme on est passé de ONEL 1 à ONEL 2, peut-être qu'il faudrait-il passer de l'ECAM 1 à l'ECAM 2, mais de toutes les façons, l'ECAM, chaque fois que les Camerounais vont entendre parler de l'ECAM, ils auront dans leur conscience les méfaits qu'ils ont eu à poser en 2018 et en 2025. Alors, Honorable Samuel Mout, vous êtes de ceux qui travaillent sur les lois à l'Assemblée nationale. La question est celle de savoir, bon, je suppose, je présume, que pour vous, il ne s'agit pas de balayer complètement l'institution, mais peut-être de la reparamétrer. Sur quel aspect doit-on travailler sur la réforme de l'ECAM?
Est-ce sur son autonomie, sur son indépendance ou sur la qualité de ses ressources humaines? Je crois qu'il faut surtout travailler sur la citoyenneté des Camerounais aujourd'hui qui portent un regard sur l'institution. Bien entendu, tout est réformable. La perfection n'étant pas de ce monde, tout peut être envisagé. Et d'ailleurs, comme nous sommes dans un cycle électoral, chaque fois qu'il y a, et ce n'est pas seulement au Cameroun, qu'il y a une chance électorale qui s'annonce, il y aura quelqu'un qui va vous dire sur tel ou tel pan, on peut apporter des réformes. Maintenant, c'est pour ça que je pense, effectivement, même s'il y a, on peut changer beaucoup de choses, ça c'est clair. On peut envisager de changer un certain nombre de choses. Mais pour autant, je pense que c'est beaucoup plus le regard qui est un peu plus ou moins biaisé que nous portons sur l'institution qui nous amène à penser qu'il n'y a que des réformes à faire. La question que j'ai toujours posée et que j'ai commencé à poser avant le scrutin actuel, c'était de dire en réalité, parce que les problèmes qui ressortent de tout ce qu'ils disent là, c'est un problème de la certification du vote au Cameroun. Quelle est la personne qui est en charge de certifier le vote? Il semble dire que c'est l'ECAM, ce n'est pas le rôle de l'ECAM. De mon point de vue, l'ECAM là est beaucoup plus pour les problèmes de logistique. Et c'est pour ces raisons-là, quand on leur donne un budget, on essaie de l'accompagner de certains moyens pour que la logistique puisse être au point. Qu'est-ce que j'entends par logistique? C'est de dire également qu'ils ont le matériel pour procéder à l'inscription dans les listes électorales. Lorsqu'on a fait l'inscription dans les listes électorales, et lorsqu'il y a une échéance qui arrive, effectivement, il y a aussi une logistique, les urnes, transport des urnes, ainsi de suite, mise à disposition d'un certain nombre de personnes qui vont encadrer les commissions locales de vote. Une fois qu'ils l'ont fait, je pense sincèrement que leur rôle s'arrête là. Et notre système est fait pour dire qu'en réalité, la personne qui doit certifier le vote dans une commission locale de vote, c'est les gens qui sont en présence, qui observent dans quelles conditions on vote, dans quelles conditions on dépouille, dans quelles conditions on accueille les électeurs. Et une fois qu'on est sorti de cette certification-là, je ne suis pas sûr que la voix de l'ECAM soit plus pondérante qu'une autre voix. Même si par ailleurs, il est mentionné quelque part que c'est ce PV-là qui fait foi, je ne vois pas, en l'état actuel des choses, deux PV en concurrence, dont celle de l'ECAM disant une chose contraire par rapport aux 5 autres PV qui seraient également détenus par les partis politiques. Quand je dis effectivement que cette certification-là, elle est faite par les partis en présence, c'est très souvent le parti au pouvoir. Nous faisons des efforts pour pouvoir être là, mais c'est également les autres partis qui viennent nous challenger pour pouvoir dire qu'en réalité, nous également, nous pensons que nous pouvons imposer l'alternance aux gens. Et au vu du déroulé, s'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché dans le processus, à ce moment-là, j'apporte les réserves. La réserve, elle est consubstantielle à la certification. Je suis d'accord que le processus est bien déroulé. Je ne suis absolument pas d'accord. Je porte des réserves et ces réserves-là, on peut les prévaloir dans tous les instants de recours que nous connaissons. Une fois qu'on est sorti de la commission locale de vote, là également, c'est important. On demande que ces PV qui sont sortis des commissions locales de vote puissent être centralisés quelque part. Il est important également d'y être. Une fois qu'on a fait ce parcours-là jusqu'à arriver à la commission nationale de centralisation, je pense qu'on devait être en mesure de dire aux Camerounais, citoyens camerounais, j'ai été présent dans tel ou tel bureau de vote, je porte à votre connaissance qu'à ce niveau-là, il y a tel ou tel élément qui remettrait en cause le processus électoral dans cette commission de vote qui n'a été malheureusement pas prise par les instances de recours. Voilà comment on met à l'épreuve de manière citoyenne une institution que l'on critique par ailleurs. Ce que je vois là, en réalité, on est dans un fatras de dire qu'en réalité, on peut constituer, ou on peut même, comment dirais-je, superposer des instances, chacun faisant son petit truc dans son coin. Ce n'est absolument pas possible. C'est quelque chose d'assez sensible. Et lorsqu'on veut travailler pour la communauté nationale et même pour la communauté internationale, c'est pour ça que j'ai posé le point en termes de citoyenneté, de responsabilité également, nous voyons très bien que ce système-là, en réalité, même si on a le modifié, on le modifiera à la marge. Parce que partout ailleurs, c'est ce problème de certification-là du processus électoral qui s'est toujours posé. Et je voudrais terminer là-dessus en insistant que dans la matière, c'est les partis politiques qui certifient en réalité. Mais après, maintenant, les dispositions de l'article 113 du Code électoral, est-ce que cela ne répond pas à cette préoccupation que vous évoquez?
C'est-à-dire, je n'ai pas compris dans quel sens. Non, sur le sens de ce que le dépouillement public à la clôture permet Oui, effectivement. c'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que je dis. Et ce serait bien également qu'il y ait temps qu'on dise qu'en réalité, malgré ce dépouillement public qui a été fait, et d'ailleurs, quand on le fait publiquement, la personne également est en droit de dire, oui, mais je vais certifier tout à l'heure, mais mesdames et messieurs qui avaient voté dans telle commission, dans ce bureau de vote, je vous annonce que je vais faire des réserves en la matière, parce que là également, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas bien passées. Vous voyez très bien qu'on est dans une transparence. Et d'ailleurs, vous évoquez cette histoire de... On est dans une transparence. Mais oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Vous lui donnez l'autorisation de m'interpeller. On est dans un système de transparence qui fait... Bon. Il va continuer. On est dans un système de transparence. Et donc, en réalité, c'est beaucoup plus là aussi, quand il parle de citoyenneté, un problème de responsabilité des acteurs. Edmond Kamagama parlait tout à l'heure, a évoqué tout à l'heure les candidats qui auraient été disqualifiés. Je suis désolé. Là également, pour un responsable des acteurs, qui consiste à dire que là où on sait qu'on va, on va dans un endroit d'adversité par excellence, on se prémunit de tous les artifices nécessaires qui pourraient nous permettre de protéger notre démarche. Quand on est dans une errance absolue et qu'on pense qu'on peut se rattraper à la dernière minute, il y aura toujours une solution de dernière minute qui viendra de votre vis-à-vis pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez être disqualifié. Après maintenant, on peut dire qu'il n'est pas absolument indépendant parce qu'il a laissé libre cours à cette apparition soudaine et peut-être à la limite inattendue d'un candidat qui, à l'intérieur du Mandidem, dit non, c'est moi le président, moi c'est moi le président. Là également, Edmond. Comme pour dire que lorsqu'on parle de l'élection ou du jeu politique, on est dans une arène où tous les coups sont permis. Non, pas tous les coups sont permis. J'ai dit c'est un endroit d'adversité par excellence, adversité républicaine. Je ne veux pas saboter les freins de votre voiture en disant que lorsque vous allez rentrer sur le milieu d'un truc, vous allez perdre votre vie et donc je me serai débarrassé d'un adversaire. Mais pour ce qui est de l'utilisation des règles de droit, mais on les utilisera contre vous. Vous avez créé des vulnérabilités. Ces vulnérabilités-là, ces fragilités-là, on va les utiliser contre vous. Vous n'avez pas été responsable à un moment donné à penser que vous pouvez vous mettre en mal du processus et vous réapparaissez après. On va vous rappeler à un moment donné qu'il y a une étape de la loi que vous n'avez pas respectée. Si ça vous heurte en réalité, c'est que là, la compréhension de la citoyenneté entre vous et moi, elle n'est pas la même. Elle devrait être la même, qui consiste à dire la loi, elle est de respect pour tout le monde. C'est pas... J'entends des petites voix dire qu'au-delà de la loi, il y a l'éthique politique. Mais excusez-moi, il faudrait qu'il y ait de l'éthique politique là aussi. Et c'est pour ça également, mais quand je parlais des lois républicaines, les notions d'éthique également ne sont pas très loin. Mais encore, qu'est-ce que vous mettez dans l'éthique? Cette éthique-là qui consiste à dire, vous tolérez les bêtises de votre adversaire, la notion de bêtise, elle est revenue tout à l'heure. Une fois qu'il a fait quelque chose que vous pouvez retenir contre lui, vous allez l'utiliser aussi longtemps que la République vous permet de le faire. Dans le cas d'espèce, on s'étonne de ce que Elekam ait pu se poser seulement la moindre question pour pouvoir dire, mais tout compte fait, j'ai reçu Anissé et Kane ici dans le cadre de toutes les commissions que j'ai organisées. Je vois là un élément nouveau qui apparaît. Est-ce que je suis en mesure moi-même de déterminer entre les deux protagonistes la personne qui a la légitimité, la légalité de la conduite du Mandidem? C'est une question essentielle. Si vous faites sans ça, moi le RDPC, je considère que vous n'êtes pas à votre place parce que cette question-là, vous devez vous la poser obligatoirement. Mais Maître Simon-Serge Kakak, certains soutiennent qu'il faut même reformer tout le corpus juridique qui encadre les élections camerounaises. Oui, en fait, Duval, j'avoue que vous posez une question très essentielle. Parce qu'en réalité, j'ai suivi tous les intervenants sur la question de la dissolution ou la refonte de Elekam. Tout se passe comme si tout ce qui se passe là, c'est Elekam seul qui est responsable. Non. Le problème est un peu plus global. C'est pour ça que nous autres, nous disons que ce qui s'impose aujourd'hui, ce n'est pas seulement la refonte de Elekam, mais c'est la révision. C'est la révision du code électoral dans son ensemble. Je vais vous dire, lorsque vous prenez
le code. Qu'est-ce qu'on appelle ce code électoral? C'est la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012. Ça veut dire quoi? Cette loi date de 13 ans aujourd'hui. Maintenant, lorsque vous regardez cette loi, vous allez voir que cette loi comporte 299 articles divisés en 12 titres. Et lorsque vous lisez cette loi en profondeur, vous allez vous rendre compte que presque tous ces titres doivent être réformés. Parce que lorsque vous parlez de ELECAM, la loi a parlé de l'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral au Cameroun. C'est l'article 4. Aspect logistique du vote. C'est ça qu'il appelle logistique. C'est l'article 4. Et lorsque vous continuez la lecture du code, des dispositions de l'article 4 à l'article 44 de cette loi, on vous parle maintenant des dispositions spécifiques à l'organe chargé de l'organisation, de la supervision et de la gestion du processus électoral. Ça veut dire ELECAM. Donc ELECAM seul a 44 articles. Mais ce qui est curieux, paradoxal, Duval, ça je vous le dis. Lorsque vous lisez ce code, prenons par exemple le cas d'une élection comme l'élection présidentielle ou l'élection législative. Beaucoup de gens ne savent pas que le travail de ELECAM s'arrête 48 heures après le vote. Lorsque ELECAM, donc le démembrement communal de ELECAM, transmet son procès verbal ou bien ses procès verbaux à la commission départementale de supervision, son travail s'arrête. Après, qu'est-ce qui prend le relais? C'est la commission départementale de supervision. Après la commission départementale de supervision, c'est la commission nationale de censement de vote. Après, on va au conseil constitutionnel. Dites-moi, donnez-moi une autre disposition où ELECAM intervient. ELECAM n'intervient plus. Donc le travail de ELECAM s'arrête 2 jours, donc 48 heures après le vote. Après, ce n'est plus ELECAM. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que ELECAM est membre de cette commission. On va trouver, bon, à la commission départementale de supervision, vous trouvez 3 membres. À la commission nationale de recensement général de vote, vous trouvez 5 membres. C'est fini. Mais ELECAM n'est plus acteur, n'est plus décideur. Est-ce que lorsque vous voyez cette disposition, c'est l'article 62, article 62 alinéa 2, qui dit que le démembrement communal de ELECAM transmet ses procès verbaux à la commission départementale de supervision. C'est fini. ELECAM n'intervient plus. Dans les 48 heures qui suivent la clôture des opérations. Clôture des opérations. C'est fini. Bon, vous voyez donc que cette disposition, dont l'article 62 est en contradiction avec l'article 3, qui dit que c'est Election Cameroun qui doit organiser, gérer et superviser l'ensemble du processus électoral. L'article 3 dit exactement si l'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaires sont assurés par Elections Cameroun. En abrégé, ELECAM. Vous voyez que ELECAM n'a pas de pouvoir. Donc, au-delà de la réforme, de la simple réforme de ELECAM, il faut réviser tout le code. Parce que le processus électoral ne s'arrête pas 48 heures après. 48 heures après. Ça s'arrête dès la proclamation. Dès la proclamation, mais ELECAM n'est plus là-bas. Donc, ELECAM devrait même être au conseil. Donc, je vous le dis dans d'autres pays. Oui, c'est ça. Attendez que Maître termine. S'il vous plaît. Attendez qu'il finisse. Vous savez, j'ai l'habitude de vous écouter religieusement. Moi, je me comporte ici comme à l'église. Parce que quand le prêtre fait son homélie, aucun fidèle ne bouge. Tout le monde écoute religieusement. Enfin, ça, c'est une parenthèse. À toi qui ne pas prêtre. C'est un sujet qui est important parce que ça nous permet justement de faire le bilan de cette élection et de tirer le leçon pour l'avenir. Ça, c'est la vérité. Peut-être quitte à ce que ce soit l'un des actes forts. Je suis convaincu, Duval. Oui. Je suis convaincu, ça je le dis sur la forme de mon serment d'avocat, que si on ne revise pas l'ensemble de ce code électoral, nous allons retomber dans le même travers lors des prochaines échéances électorales. Ça, je vous le dis. Maintenant, vous allez voir autre chose. Lorsque vous lisez ce code, on vous dit par exemple de l'article 45 à l'article 115. Lisez, vous avez la loi devant vous.
On vous dit que c'est les dispositions communes à toutes les élections. Et quelles sont les élections concernées par cette disposition? C'est la présidentielle, c'est les législatives, c'est les municipales et c'est l'élection référendaire. Parce qu'on a cette disposition ne concerne pas les régionales et les sénatoriales. Bon, maintenant, logiquement, parce que si nous sommes sérieux, si nous voulons vraiment faire les choses dans les règles de l'art, est-ce qu'on peut mettre les municipales et la présidentielle dans le même contexte? Parce qu'avec l'élection municipale, c'est une élection de proximité où tout doit se décider là. Alors que l'élection présidentielle a une circonscription électorale unique. S'il vous plaît, honorable. Quand vous parlez, je vous écoute. Maître. Non, il peut faire une observation qui permet de vous relancer dans vos développements. Il voulait seulement vous faire remarquer qu'il y a des règles qui sont communes. Il y a des règles spécifiques. Non, écoutez, honorable, je le connais par cœur. D'accord, très bien. Je vais pas à pas. Je vous dis ceci, quand vous dites disposition commune à toutes les élections, disposition commune à toutes les élections, pour moi c'est une incongruité. On ne peut pas mettre même une seule disposition dans un code de sécurité. Surtout qu'avant ce code de 2012, chacune de ces élections avait son texte. Hein. Tout à fait. Avant 2012, les élections municipales avaient leur texte organique, les élections législatives avaient leur texte, les élections sénatoriales avaient leur texte. En 2012, on décide de mettre tout dans le même code. On commence à vous dire disposition commune à toutes les élections. Pour dire la vérité, on ne peut pas mettre la présidentielle et les municipales dans les mêmes dispositions. Parce que l'élection municipale, c'est une élection de proximité où en réalité, tout se décide là au niveau de la commune. C'est-à-dire, normalement, quand les choses se passent dans les règles de l'art, au soir de l'élection, dans nos villages, là, quand il y a élection municipale, au soir du vote, tout le monde connaît les gens qui ont gagné. On connaît déjà les conseils municipaux. On n'a pas à mettre ça dans le cadre de l'élection présidentielle. Ça passe. Maintenant, autre chose. Lorsque vous lisez, lorsque vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, même là, chez nos voisins, nos frères gabonais, l'organe qui gère les élections, c'est l'organe qui convoque le corps électoral. Ce n'est pas. Ça disait, dans notre article 4086, on dit que c'est le président de la République qui convoque. Normalement, c'est l'organe qui est responsable de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus qui convoque le corps électoral. Ça, je passe. Autre chose, pour revenir à Elekam, le mode de désignation des responsables de Elekam, ça pose problème, ça pose un problème d'indépendance de la structure. Parce que comme l'a si bien relevé tout à l'heure Jean-Robert Wafo, c'est la main qui donne qui décide. Lorsqu'une main vous a donné, mon ami, vous ne pouvez pas être indépendant de cette main. Donc logiquement, pour Elekam, si on veut faire les choses normalement, au lieu de dire que ces gens sont nommés par décret présidentiel, on peut, si vraiment on veut vraiment améliorer notre gouvernance démocratique, on peut mettre une commission paritaire. Une commission paritaire composée de l'ensemble des partis qui ont des élus. Pour ne prendre que cet exemple, on dit tous les partis qui ont des élus donnent 2 représentants dans cette commission. Cette commission maintenant fait des appels à candidature, où des gens maintenant ont choisi parmi les personnalités les plus neutres qui puissent exister. Ça veut dire quoi? On connaît, nous sommes dans notre... On se connaît. Il y a des professeurs d'université ici qui n'ont jamais milité dans un parti politique et dont on connaît l'intégrité, dont on connaît la moralité. Il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des hommes de Dieu. Des personnalités morales. Morales, qui sont totalement neutres politiquement. Ils font des appels à candidature. C'est cette commission paritaire qui choisit parmi ces personnalités-là des gens qui vont gérer Elekam. Parce qu'objectivement, lorsque vous avez une structure comme Elekam qui est chargée de gérer tout le processus électoral, vous prenez un ancien gouverneur. Un ancien gouverneur. Dont toute la carrière n'a dépendu que du Donc toute la carrière, comment dire, tout est géré par l'administration, par le gouvernement. Et qui n'est pas neutre politiquement. Vous dites que c'est lui le président du conseil électoral, ça cause problème. Vous comprenez? Moi, je dis il y a beaucoup de choses à faire et je suis de ceux qui pensent que tant qu'on ne révise pas ce code électoral, je suis convaincu à plus d'un titre que nous ne sortirons jamais de l'auberge. Il y aura toujours, j'allais dire, cette tension, ces malentendus entre nous. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui les gens vivent dans ce que nous vivons là, pour moi, j'estime que c'est pas les incongruités, mais les imperfections.
notre code a beaucoup d'imperfections. Il y a beaucoup. Lui-même l'a dit tout à l'heure, Honorable l'a dit tout à l'heure, que la perfection n'étant pas de ce monde, il pense qu'il y a des choses là-bas qu'on peut réviser. Non, il faut reconnaître que même au sortir des élections, je ne sais plus très bien les élections municipales, il y a quelques années, le président du conseil électoral ou le directeur général des élections avait reconnu qu'il y a un certain nombre d'insuffisances et qu'il va falloir les corriger, n'est-ce pas, au fil des années. Donc pour terminer, je voulais juste dire que pour moi, il faut réformer ce code, ce qu'on appelle la disposition commune à toutes les élections. On doit supprimer tout ça. Voilà. On doit dire maintenant, on maintient que chaque élection a ses dispositions spécifiques. On ne dit pas qu'il y a les élections, des dispositions qui seront communes à toutes les élections. Non. Dès qu'on fait ça, ça crée une embrouillamine qui fait que, objectivement, nous ne pouvons jamais sortir du désordre. Mais je voulais, avant de revenir à Jean-Robert Wafo, vous interpeller en quelques secondes sur une des dispositions qu'il a évoquées, honorable. Cela paraît quand même pertinent. Hein? Reconnaître que les dispositions légales semblent indiquer que le travail de l'ECAM s'achève 48 heures après la clôture du scrutin. Pourtant, les dispositions légales sur les attributions de l'ECAM indiquent qu'il a parlé de l'article, je crois que c'est l'article 3, l'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral, les référendaires sont assurés par Elections Cameroun. Alors comment peut-on le dire alors qu'en même temps son travail s'arrête? C'est du même ordre qu'on dit que le tribunal Meta étant un tribunal spécialisé, ils peuvent instruire un certain nombre de dossiers qui concernent notamment ces aspects-là, et une fois qu'il a rendu le jugement en premier ressort, le dossier, il se décharge du dossier. C'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Non, si, attendez. Si à l'intérieur du même dispositif, soit dit en passant, ce qu'il a dit tout à l'heure, dans tous les codes que j'ai vus jusque-là, dans tous les codes de droit que j'ai vus jusque-là, je vais prendre un cas bien spécifique qui est celui des droits des affaires et des droits des affaires des sociétés commerciales et des GIE. Il y a toutes des dispositions communes. Après maintenant, selon que vous êtes société anonyme, société à responsabilité limitée, société unipersonnelle, il y aura des dispositions spécifiques à cette forme de société-là que vous dirigez. Dans le cadre effectivement des dispositions communes, les urnes, quelle que soit l'élection, on va les transporter dans les mêmes conditions. Quelle que soit l'élection, on va ouvrir le bureau de vote dans les mêmes conditions. Quelle que soit l'élection, on dépouillera dans les mêmes conditions. Donc, le fait d'avoir des dispositions, c'est tout simplement pour pouvoir alléger, pour qu'il n'y ait pas de redondance, parce que sinon, autrement dit, quand on va aborder l'élection présidentielle, on va voir dans quelles conditions on ouvre le bureau de vote. Quand on va passer à l'autre élection, on va également répéter les mêmes choses. C'est pour cette raison, pour ce même de clarté. Mais, en fait, c'est une option là également. C'est une option qui consiste à dire que son rôle s'arrête là. C'est la loi qui dit que son rôle s'arrête là, même si par ailleurs, on a déclamé qu'il est en charge de la supervision. Et encore que moi, je vous dis, de ma compréhension, il s'agit tout simplement des aspects logistiques du problème. Et lorsque cette logistique-là, effectivement, a monté toute sa puissance dans le cadre de l'organisation, à un moment donné, lorsque le PV est sorti de la commission locale de vote, c'est normal qu'on dise que son rôle s'arrête là. Parce que, effectivement, revenant à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit tout simplement de faire en sorte que l'élection, sous le certificat des partis en présence, sous la certification des gens qui sont en compétition, une fois que le PV est sorti, on peut considérer également, certifié par les uns et les autres, on peut considérer que sa mission est terminée. Mais vous pouvez également envisager de dire qu'il peut comment dirais-je, jouer le rôle également du Conseil constitutionnel. À ce moment-là également, d'amendement en amendement, vous allez lui donner un corps, mais pour le cas d'espèce, c'est une loi. Ce qui a été visé, c'est également de voir comment est-ce qu'on fait pour organiser de manière rationnelle l'élection. Et on lui a confié un... L'objectif, c'est d'améliorer justement la loi électorale de manière à ce que les élections ne soient plutôt source de contestation, pour qu'on arrive quand même à une situation où on a un peu moins de contestation, sinon contestation zéro. Je peux vous assurer, Edmond Kamga, Duval, à partir du moment où on va s'entendre sur le fait qu'il certifie ce vote-là, je crois que ça va résoudre plein de problèmes. La preuve, à cause du certificat, il y a des élections que l'on perd quelque part, dans un code qu'on considère par ailleurs imparfait. Il y a des élections qu'on a perdues lourdement à Douala, on en a perdu dans d'autres localités sous le même code, et en réalité, donc, ce n'est pas le code qui pose problème. À partir du moment où on peut apporter une certification sérieuse dans le processus, où chacun va se comporter en responsabilité, la plupart des amendements qui sont demandés, mais qu'on peut également envisager, ne peuvent pas être à exclure. Par ailleurs,
J'ai entendu tout à l'heure Maître dire qu'il y a des gens quelque part qui sont totalement dans l'impartialité. Chacun de nous a toujours une sensibilité. Et normalement, quand on est nommé à un poste de responsabilité, il faut dire qu'en réalité, on est nommé là pour pouvoir faire un job et dont l'encadrement, en réalité, en ce qui me concerne, ne veut pas avoir une influence quelconque. Edmond, la réforme que beaucoup appellent de leur vœu, de l'ELECAM, il ne faut pas que les gens aient le sentiment que pour dire un peu, pour rester un peu dans l'air du temps, ce n'est pas un statut visé. Parce que, en réalité, une bonne gouvernance électorale sera profitable à tout le monde. D'ailleurs, on reproche à certains aujourd'hui d'avoir, d'une façon ou d'une autre, cautionné cette loi électorale qui, aujourd'hui, les prend un peu à contre-pied. Il y a donc une nécessité effective de mettre en place une loi électorale qui permette des élections justes à travers lesquelles tout le monde peut se reconnaître lorsque les résultats sont proclamés. Oui, tout à fait. Il est important que nous ayons une commission électorale qui rassemble dans sa constitution, dans son une loi électorale. Une loi électorale, oui. Non, je parle de la commission électorale. D'accord. Ça dit que ELECAM actuellement. Elections Cameroun, oui. Mais j'estime, au-delà du nom ELECAM, parce qu'au départ, il faut dire que l'opposition camerounaise dans les années 90, après la loi sur les partis politiques, souhaitait qu'on ait une CENI, une commission électorale nationale indépendante. Mais on n'a pas eu une commission électorale nationale indépendante telle que souhaitée. On s'est inspiré, n'est-ce pas, du fonctionnement des élections dans d'autres pays, notamment au Sénégal, au Canada même, parce que les élections Cameroun, c'est pratiquement une inspiration à partir des élections du code électoral canadien. Mais ONEL, on s'est inspiré d'un texte sénégalais. Et l'ONEL, pourquoi l'ONEL est né, l'Observatoire national des élections? C'est parce qu'avant 2000, parce que l'ONEL naît en 2000. L'ONEL naît exactement par la loi numéro 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un observatoire national des élections. Il dit donc, avant 2000, les élections étaient organisées par le MINAT. Or, la plupart des élections organisées entre 90 et 2000, notamment avec le retour au multipartisme, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de suspicions. Le MINAT, après la fameuse élection présidentielle du 11 octobre 92, s'est rendu compte que si il continue à jouer le jeu démocratique, qui en réalité avait permis au candidat Ni John Fundi de regretter mémoire de remporter l'élection, lui il avait revendiqué sa victoire volée, qui ne lui a pas été rendue. Au contraire, l'état d'urgence avait été décrété dans la région du Nord-Ouest en 1992. Aujourd'hui, l'opposition à la société civile, à l'époque, donc, demande à ce qu'on retire au MINAT, au ministère de l'administration territoriale de l'époque, n'est-ce pas, l'organisation des élections. Pour que nous ayons des élections beaucoup plus régulières, transparentes, crédibles. C'est pour ça que ONEL naît en 2000. Et voici comment l'article 1er de l'ONEL définissait cet observatoire. Une structure indépendante. C'était déjà l'idée de l'indépendance, c'était déjà là. Une structure indépendante chargée de la supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires. Ça, c'est l'article 1er, paragraphe 1er. Chargé de la supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires. Il y a une différence entre l'ONEL et ELECAM. Parce qu'à l'époque, on supervise simplement et on contrôle les opérations électorales. Alors qu'avec ELECAM, je vais revenir sur cette disposition-là, d'abord sur la loi qui crée ELECAM, la loi numéro 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'élections Cameroun, ELECAM. Voici ce que dit l'article 1er, paragraphe 2. Elections Cameroun est un organe. On parle de structure à organe. Dans la dénomination organe indépendant, chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Ce ne sont plus seulement les opérations, comme ce fut le cas avec ONEL. ONEL 1, qui avait
l'inconvénient majeur de n'avoir pas la possibilité de poser des actes forts dans l'organisation des élections, puis se contenter des opérations, de la gestion des opérations et du contrôle des opérations électorales. Et il remettait à la fin un rapport au président de la République. Or, les insuffisants d'ONEL 1 ont permis de créer ONEL 2, qui avait l'avantage, qui avait un grand avantage, l'avantage d'ONEL 2, et cet avantage, je me rends compte que le fonctionnement actuel de l'ECAM n'a pas cet avantage. C'est que lorsque les procès-verbaux étaient contestés et que les partis politiques saisissaient la juridiction concernée, il y avait confrontation des PV. Or, il y a eu tellement de batailles autour de cette confrontation que dans l'évolution des concertations entre les partis politiques et le gouvernement camerounais, l'idée est venue de mettre une structure qui ne permettrait plus d'avoir des contestations au niveau des PV. Et on a inclus dans la loi électorale que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Or, aujourd'hui, le fonctionnement nous montre qu'on a régressé. Il faudrait peut-être revenir à la possibilité d'avoir une confrontation des PV et renforcer même le rôle de l'ECAM qui s'arrête de 48 heures seulement après les élections. Edmond, avant de continuer. Oui, c'est important, je fais une analyse comparée. Oui, vous allez continuer. Oui. Mais pour mettre la braise à votre pipe, Oui. Maître CAC, cette disposition dont il parle, cette modification qui est intervenue, c'est une avancée ou une Non, voilà, je voulais juste rebondir sur ce point. Vous répondez rapidement pour qu'il continue son développement. En réalité, le test auquel Edmond fait allusion, c'est-à-dire la loi numéro 2006, base 011, du 29 décembre 2006, oui, portant création, organisation et fonctionnement de l'élection Cameroun, oui, a été abrogé. Parce que lorsque vous lisez la loi de 2012, il y a 10 lois qui ont été abrogées et remplacées par la loi de 2012. Donc cette loi dont il parle n'est plus applicable. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que la loi prévoit une confrontation? Non, justement, je voulais donc rebondir pour renchérir ce qu'il dit. Qu'en fait, ce qu'il dit est d'une pertinence incontestable. Parce qu'il y a une espèce de rétropédalage. Exactement. Moi, je vais vous dire, ça, vous pouvez interroger les archives du contentieux électoral, comme je parle sous le contrôle de Jean-Robert Wafo. Moi, j'ai obtenu une décision d'annulation des élections dans l'Union Ekele en 2007, et sont législatives dans l'Union Ekele. Vous savez qu'en 2007, les élections avaient été reprises dans l'Union Ekele. Dans plusieurs circonscriptions, tout à fait. Parmi lesquelles vous êtes. Pour le compte de l'UPC, oui, en 2007, sous l'empire de la loi de 2006, à laquelle il a fait allusion tout à l'heure. Oui. Effectivement, cette loi permettait la confrontation des PV. Et c'est un élément qu'on avait utilisé à l'époque pour remporter cette victoire. Aujourd'hui, lorsqu'il y a confrontation... Les confrontations n'existent pas. Non, honorable, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Quand on dit en cas de contestation, seul vous avez là... Non, écoutez, moi je suis un peu... C'est écrit. S'il vous plaît. Mais attendez que je fasse une précision. Notre émission est aussi et essentiellement didactique. Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle il faut que chacun parle après que l'autre est fini. Sinon, on parle en même temps et à la maison, on ne comprend pas. Au finish, on a l'impression qu'on est... Allez-y. Je voulais dire qu'en fait, il y a une espèce d'entourloupe en 2012. Les législateurs, en fait, mon ami n'était pas encore là, mais il y a une entourloupe de législateurs. Parce qu'en réalité, on a abrogé un texte qui était en réalité... qui constitue une avancée pour rentrer en arrière. Ok, terminé Edmond, pour qu'on avance. Il ne peut pas avoir confrontation de PV, alors que sous l'empire de la loi 2006, on pouvait confronter les PV. On pouvait confronter les PV. Terminé Edmond. C'était un grand avantage qu'on avait avec cette loi de 2006. Malheureusement, la nouvelle loi, la loi de 2012 a fait disparaître cette possibilité de confrontation et donner la possibilité... Je ne crois absolument pas. L'idée à la base qui a soutenu... Parce qu'il y a eu un engouement par rapport à ça au départ. Mais dans le fonctionnement, on se rend compte que ça nous fait régresser. Parce que l'idée, c'était que les partis politiques, la majorité, ne peut pas avoir envoyé des représentants dans tous les bureaux de vote de la République. Et le représentant de l'ECAM était censé pallier à ça, par sa présence. Parce que l'ECAM, de par son fonctionnement, de ses démembrements, est présent dans l'ensemble des milliers, de la trentaine de milliers de bureaux de vote à travers la République. Si bien que, s'il n'y a pas un parti politique représenté...
je vous arriver. Vous voulez accuser l'argument selon lequel tous les partis politiques ne doivent pas forcément être présents dans le bureau de vote afin de réunir les 31 000. Dans l'esprit de la loi, dans l'esprit de la loi, ils n'ont pas, c'est-à-dire, dans l'esprit de la loi, Elekam, par sa présence, est censé pallier à l'absence d'un représentant d'un parti politique. Si Elekam fait normalement son travail, c'est-à-dire dans l'intégrité, l'honnêteté, dans la neutralité, qui sont des qualités qui figurent dans les qualités reconnues aux membres de l'ECAM. Et je rappelle également que à ces qualités, il faut ajouter la sincérité, la transparence, j'ai dit l'intégrité, l'honnêteté et la neutralité. Or, la majorité des membres aujourd'hui de l'ECAM, quand on voit comment il fonctionne depuis sa création, et de par sa composition, ça a été évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a un gros débat là-dessus, sur sa composition. Ce n'est pas parce que hier, vous étiez dans une formation politique, notamment le parti au pouvoir, qu'on vous désigne et il suffirait de démissionner théoriquement pour perdre totalement les réflexes du parti au pouvoir. La réalité montre qu'ils ont gardé les réflexes du parti au pouvoir. Ils reçoivent même des instructions et des ordres du MINAT, qui n'a qu'un rôle d'encadrement et d'appui logistique, et n'a pas le droit, et sur les dispositions qui créent l'ECAM qui le disent, ils ne doivent recevoir ni d'ordre ni d'instruction d'aucune autorité publique ni privée. Est-ce que la loi électorale est suffisamment claire sur le rôle du MINAT? Parce que, à un moment donné, beaucoup parlent de l'incursion, de l'intrusion du MINAT dans le processus électoral. On a vu que c'est le MINAT, par exemple, qui, à la clôture du scrutin, convoque les journalistes, donne des indications sur le déroulement et tout ça, alors que pour d'autres, ça aurait été Elections Cameroun. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans les réformes ou bien dans la retouche annoncée, clarifier, donner des clarifications précises sur ce que doit être le rôle véritable du MINAT dans l'encadrement et l'organisation des élections? Oui, nous pensons qu'il est important dans la réforme que nous envisageons, que nous souhaitons de l'ECAM, la réforme même du code électoral, que le rôle du MINAT soit vraiment précisé, c'est-à-dire dans la facilitation au niveau de l'appui logistique, dans l'encadrement sécuritaire et au niveau du rôle qu'il joue dans l'interface avec les formations politiques, dans l'aide qu'il apporte, dans la facilitation qu'il apporte à l'ECAM, dans la mise à jour on a observé, des partis politiques. On a observé qu'il y a eu même comme une sorte de levée de bouclier de la part de certains hommes politiques lorsque le MINAT a pris la parole pour dire que les négociations que les gens font au quartier, ça ne concerne pas l'organisation de l'élection parce que le jour du scrutin, il y aura bel et bien 12 candidats. Les 12 bulletins de vote seront bel et bien présents dans tous les bureaux de vote. Alors on a observé une sorte de levée de bouclier. La part des hommes politiques qui disaient en quelle qualité est-ce que le MINAT prend la parole pour le dire. Donc il y a un certain nombre de choses peut-être. C'était effectivement une sortie maladroite du MINAT. Bon, ce n'était pas dans son rôle. Enfin, je ne sais pas si elle est maladroite ou pas. Il faut que je relise toute la loi pour savoir si c'était maladroite ou pas. Oui. Jean-Albert Wafo, pour sortir de cette question-là, les réformes dont on parle et qui devraient permettre d'améliorer la gouvernance électorale au Cameroun, est-ce que le Conseil constitutionnel doit échapper à cette réforme? Avant de revenir au Conseil constitutionnel, j'aimerais me mentionner par rapport au premier sujet concernant l'ECAM. Vous avez parlé d'un problème d'éthique. Je suis d'accord, il faut l'éthique en tout, notamment en politique. D'abord, comment sont nommés les présidents des commissions locales de vote? Quels sont les critères qui président à leur nomination? Ils sortent d'où? Je dis ceux, et quand je parle de commission locale des votes, je parle, comme on me dit au quartier, bureau de vote. Le président, là, il est nommé sur la base de quoi? La loi ne dit rien dessus. Autre chose, vous avez parlé également... Il devra avoir quoi, par exemple? Il doit avoir des critères. Non, qu'on définisse les critères et que ce soit connu de tout le monde, de tous les acteurs politiques et même du peuple. Mais est-ce que ce n'est pas comme, pour prendre l'allégorie d'une salle de classe, est-ce que ce n'est pas le professeur titulaire qui nomme le chef de classe?
Non mais écoutez, vous n'avez pas nommé un chef de classe troubleur. Mais si vous nommez, si le professeur titulaire nomme un chef de classe troubleur, même les élèves vont nous dire, mais pauvre, c'est quoi ça? Donc vous voyez un peu. Donc je dis, il faut d'abord cela. Quand vous avez parlé, c'est de l'équité. Et puis, Edmond a dit quelque chose pour chuter. Il a parlé de deux notions, de l'impartialité et de l'incompatibilité. Oui, il y a aussi ça. L'incompatibilité suit la nomination. C'est-à-dire, une fois qu'on vous nomme, vous devez démissionner de vos fonctions précédentes. Mais l'impartialité précède la nomination. Or, on constate que ceux qui sont nommés, le temps pendant qu'ils sont nommés, ils sont membres du RDPC. Et c'est après qu'eux, ils démissionnent pour faire semblant, pour faire croire aux gens qu'eux, ils sont désormais neutres. Non, c'est pour ça que je précise, l'incompatibilité, c'est fait suite à la nomination, mais l'impartialité précède la nomination. Et un des critères, je vais dire sinon le premier critère qui démontre votre impartialité, c'est celui de n'avoir jamais appartenu à un parti politique. Parce que comme Edmond a dit, ce n'est pas parce que vous démissionnez après que vous allez faire croire aux gens que bon, les gènes de la partialité ont quitté votre organisme. Non. Et puis, quand vous avez également parlé de l'éthique, qu'est-ce qui peut justifier, par exemple, que l'épouse du directeur général de Elecam soit conseillère municipale du RDPC à Mbanga? Est-ce qu'il peut être vraiment neutre? L'eau? Il peut être neutre. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit l'épouse du directeur général d'Elecam est conseillère municipale à Banga. Non, non, pas du tout. Vous dites non quoi? J'ai dit non. La dame n'aime pas de Ce n'est pas l'objet du débat. Oui, mais c'est pas l'objet, mais il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi. Je dis bien non, c'est pas vrai. Je vais vous montrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'objet du débat. Qui avait été faite par un parti politique. Non, non, c'est pas vrai. Dénoncer cela. Je vous dis donc que c'est pas vrai. Je vous dis c'est vrai. Je connais la dame, elle n'est pas de Mbanga en plus. Autre chose, il y a les conseillers. Elle n'est pas de Mbanga, elle ne peut même pas être, elle est même très loin de Mbanga. Le débat qu'on fait à l'Assemblée c'est la citoyenneté. S'il vous plaît, Jean-Robert Wafo et l'honorable. Elle n'est pas de Banga. Élevant le niveau du débat, s'il vous plaît. Ça ne nous intéresse pas. Continuez le développement. Donc, autre chose. Moi, je vais dire, il faudrait quand même que les gens apprennent à être sérieux. Maître Kakak a lu une disposition de la loi qui mentionne qu'elle est chargée de l'organisation, de la gestion et de la supervision. Article 3. Ce qui suppose que quoi? Elecam doit être au-dessus de tous ceux qui interviennent dans le processus électoral. Parce qu'on dit vous supervisez, ça veut dire que vous êtes au-dessus. Et c'est vous qui êtes appelé même à trancher. Le Conseil constitutionnel viendra après, d'abord ça c'est notre loi qui le dit, va arrêter et proclamer les résultats. Donc vous voyez quand on dit arrêter les résultats, alors que d'un autre côté, on dit Elecam supervise les espaces. Quand vous supervisez, c'est jusqu'au résultat. Et maintenant, on vient dire que le Conseil constitutionnel arrête les résultats. Vous ne trouvez pas qu'il y a une confusion? Parlons du Conseil constitutionnel, justement, parce que c'est la question que j'ai posée au départ. Est-ce que c'est une décision qui doit échapper aux réformes annoncées, aux réformes souhaitées, pas annoncées, souhaitées? Je voulais d'abord chuter sur Elecam, juste une dernière phrase. Vous avez déjà dit beaucoup de choses sur Elecam. Ah bon? Je crois. Non, mais parce que l'Assemblée nie le fait qu'en cas de contestation... Oui, mais il va continuer à nier. Vous n'avez pas besoin de répéter ça. Il va continuer à nier. D'Elecam fait foi. Donc il a semblé nier cela. Allez, vous êtes député, allez relire la loi. Même quand on faisait cette loi, même comme quand on faisait cette loi, vous n'étiez pas encore député, mais allez relire. D'accord, il a entendu. On continue. Le Conseil constitutionnel. J'espère. Le Conseil constitutionnel, par la loi, arrête et proclame les résultats. Oui. Arrêter les résultats, c'est quoi? C'est procéder à une ultime vérification. Donc le Conseil constitutionnel devrait voir, et même s'il y a des contestations, essayer de voir si les résultats sont des résultats sortis des urnes et non pas des commissions départementales ou bien
la Commission nationale de recensement général des votes, c'est qu'il est clair que, d'abord, le mode de désignation même des membres du Conseil constitutionnel pose problème. Normalement, il devait y avoir une commission paritaire. Comme où? Prenez le cas de la Cour suprême aux États-Unis. C'est une commission paritaire. Qui nomme? Non, mais il y a des représentants des démocrates, il y a des représentants, je vous le dis, Attendez. il y a des représentants des démocrates, il y a des représentants des S'il vous plaît. républicains. Vous parlez de la Cour suprême ou bien du Conseil constitutionnel? Mais, Parce qu'au Cameroun, il y a la Cour suprême à part, qui est la plus haute juridiction de l'État, et il y a le Conseil constitutionnel qui est le juge électoral. en matière juridique, Cour suprême, en matière Oui, juridique. bien sûr, en matière judiciaire, oui. En matière Et le judiciaire. Conseil constitutionnel qui est le juge électoral suprême. Mais bien sûr, mais aux États-Unis, qui est le juge électoral suprême? Donc vous dites qu'il faut mettre en place une commission. Hein? Qui est le juge électoral suprême aux États-Unis? C'est la Cour suprême. D'accord. Mais Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de cette D'une commission. Oui, Oui. mais il faut des commissions paritaires. Et c'est À la ça, Cour et c'est suprême, pour on régler connaît quoi? qui sont les démocrates. C'est pour régler quoi? La question de l'impartialité, la question de la partialité. Bien sûr, ou bien on dit, ou bien, c'est-à-dire, normalement même, en principe, ça pose un autre problème sérieux, celui du président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que là-bas, c'est des juges qui sont à la Cour suprême des États-Unis, mais ici au Cameroun, il se trouve que le président de la République est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, et lui, quand il est candidat sortant, ça pose également un problème d'impartialité de ceux qui sont nommés, puisque c'est lui qui a assuré leur carrière, qui les a nommés tout au long de leur carrière. Et moi, je pense, pour ma part, que globalement, quand on parle de... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut revoir l'ensemble du corpus électoral. L'ensemble du corpus. De la commission locale de vote, c'est-à-dire des bureaux de vote, dans les centres de vote, jusqu'au niveau du Conseil constitutionnel. Il faut revoir tout ça. Et ce qui doit présider à la nomination des différents membres, c'est justement leur impartialité. Il faut que ce soit clair. Ils ne doivent jamais avoir appartenu à un parti politique, encore moins leurs épouses. Parce que celle avec qui tu dors, tu ne peux pas accepter qu'elle a perdu une élection quand tu as les pleins pouvoirs. Mais sur cette question, je crois que la loi est suffisamment claire, non, Jean-Aubert Wafo? Parce que je me souviens, et on l'a écouté en semaine, je crois qu'il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée contre certains membres du Conseil constitutionnel, s'attaquant justement au fait qu'ils ne doivent pas siéger en ce moment au sein de cette instance parce qu'on les soupçonne d'être... Il y a le cas du président et encore l'un des membres, je crois le professeur. Mais la loi est suffisamment claire, non, là-dessus? Mais est-ce qu'on applique cette loi? Si on appliquait cette loi, Clément Atangana ne serait pas en train de conduire ce processus électoral, donc le processus électoral lié à... Il y a une autre question sur laquelle je dois revenir. Je rappelle que c'est le MLC qui avait déposé cette plainte. Oui. Mais c'est resté sans suite. Il y a une autre question que je voudrais poser. Je ne sais pas quel est votre avis. Vraiment, je pose la question à qui voudrait prendre la parole. Est-ce que la modification qui est intervenue dans la Constitution en avril 2028, en avril 2018, et qui lève le verrou de limitation du mandat des membres du Conseil constitutionnel, est-ce que cela a aidé à la crédibilité, à l'impartialité de ces membres-là? Parce qu'il faut rappeler qu'avant 2008, la Constitution prévoyait que les membres du Conseil constitutionnel étaient nommés pour un mandat de 9 ans, renouvelable une fois. Une seule fois. Alors je trouve que avec l'amendement de 2008, c'est un mandat de 6 ans, renouvelable tout court. Est-ce que cette disposition n'a pas un tout petit peu porté atteinte à l'esprit de la de l'impartialité ou bien de l'autonomie, voilà, de la souveraineté, de l'indépendance des membres du Conseil? C'est pour mieux retenir. Non, bien au contraire, bien au contraire. Et d'ailleurs, quand ils citent le cas américain, on dit aux États-Unis, pour ne pas influencer des décisions judiciaires, il faut donner un caractère immuable au mandat des juges qui sont à la Cour suprême. Voilà le travail que ça donne, contrairement à ce que Jean-Robert Wafo dit. Vous dites quoi? Chaque fois qu'il y a un membre qui est décédé, et en fonction du président qui est en place,
il n'ira pas, s'il est démocrate, il n'ira pas chercher un juge parmi les républicains. C'est pour ça que moi je dis que c'est attendez, non, c'est pas une question pas du tout alors, pas du tout. Et c'est pour ça que quand vous regardez aujourd'hui, la Cour suprême a une connotation républicaine. Parce que chaque fois qu'il s'agit de renouveler un mandat, ou alors de remplacer quelqu'un qui n'était plus en situation de l'être, peut-être parce qu'il était décédé, il s'est avéré que ces renouvellements sont tombés pendant que les présidents étaient d'obédience républicaine. Le dernier en date, c'était... Est-ce qu'il n'y a que des républicains là-bas? Ils sont aujourd'hui, ils sont majoritairement... Mais vous êtes d'accord qu'il y a les républicains et les démocrates? Aujourd'hui, ils sont majoritairement républicains parce que, comme on ne peut pas les changer comme on veut, on attend un incident, par exemple le décès, et à ce moment-là, la personne qui est en poste, qui est présente à ce moment-là, nomme. Et selon qu'il est démocrate ou il est républicain, il n'ira pas chercher. La commission n'est absolument pas mixte. Je ne sais pas qui vous avez présent. Il y a les républicains et les démocrates. Non, parce qu'effectivement, si c'est un démocrate qui nomme, il y a les républicains et les démocrates. Non, Jean-Robert Wafo, je vous dis bien ceci. Si c'est un républicain qui a le droit de nommer, vous n'allez pas demander qu'il aille chercher chez les démocrates. De la même façon que lorsqu'il y aura un démocrate qui va nommer, il n'ira pas chercher chez les républicains. Alors, malheureusement, puisque vous avez pris le cas des États-Unis, on pourrait prendre d'autres cas en Europe et ailleurs, pour voir que même au-delà de la loi, il y a quand même une sorte d'éthique qui fait qu'à un moment donné, les gens ne peuvent pas pousser le bouchon trop loin, en regardant la loi. Je vais rappeler, tout le monde se souvient de l'affaire... comment il s'appelait, l'affaire, le président américain qui avait été mis en difficulté par le procureur Kenneth Starr. C'est Bill Clinton. Oui. Voilà. Et on se souvient très bien qu'au-delà de la loi et toutes les considérations qu'il y a eu, à un moment donné, on était obligé de faire profil bas. Parce qu'il y avait un certain nombre de raisons qui justifiaient qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Les Américains, ils ont cette capacité. Peut-être que c'est ce qu'on devrait faire également chez nous. Au-delà de la loi ou de la règle, il y a quand même l'éthique, il y a un certain nombre de choses. Pour sortir de ce sujet définitivement, Serge Kak, vous avez souvent évoqué ce sujet. Le Conseil constitutionnel, vous avez pris l'habitude de dire que c'était un organe politique. Comment on fait pour avoir une institution, un juge électoral, qui soit véritablement libre, qui ne soit pas un organe politique, mais un organe qui est capable de rendre une décision, une justice dans laquelle tout le monde se reconnaît. On a vu le Conseil constitutionnel sous d'autres cieux prendre des décisions fortes, froides, parfois contre le régime en place. Est-ce qu'il est possible d'arriver à cela dans notre pays et dans quelles conditions? Écoute, je l'ai dit à l'orée de mon propos. Ce qui s'impose aujourd'hui dans notre pays, c'est la révision totale de ce code. Si on révise totalement ce code, même le Conseil constitutionnel, j'allais dire, va suivre des modifications. Parce qu'en réalité, vous savez, vous le savez très bien d'ailleurs, je suis un avocat qui se plaît toujours à s'inscrire dans une posture républicaine. Comprenez? Et lorsqu'on dit posture républicaine, cela veut dire attachement à la loi, attachement au respect des institutions, une posture responsable dans la vie en société. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, la loi, le code électoral qui existe, nous l'appliquons. Nous l'appliquons, mais il y a beaucoup de choses à revoir dedans. Parce que lorsque vous parlez effectivement du Conseil constitutionnel, pour rejoindre ce que le maire Wafo disait tout à l'heure, la vérité c'est qu'il y a quand même des questions qui se posent sur... la partialité ou l'impartialité de ce conseil. Parce que lorsque vous voyez sa composition, comme il a si bien dit, c'est 11 membres, mais qui appartient, en fait, qui appartient à la majorité. Non, je dis à la majorité. On vous dit, sur les 11 membres, je passe sur le contrôle du député qui est sur le plateau. On te dit, 3 sont... nommés par le président de la République? Oui. Non, c'est lui qui nomme tout le monde. Il nomme tout le monde. Ah, qui dit propose d'abord, c'est lui qui se propose d'abord 3. Donc il y a 3 qui sont le choix du président de la République. Il y a 3 qui sont le choix de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée, non, du président de l'Assemblée nationale, après avis de son bureau, je passe sur le contrôle député. Ouais. Il y a 3 qui sont le choix du président du Sénat après avis de son bureau. Oui. Et 2 sont les représentants du Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque vous prenez ces 11 membres, donc ces 4 institutions qui proposent, en réalité c'est le même camp.
dans notre contexte. Tout à fait. Logiquement, Puisque c'est le président qui désigne, qui est le président du Sénat, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, je veux bien respecter la consigne du modérateur. Vous dites c'est le même camp. Pourquoi c'est le même camp? parce que vous avez la majorité. Et la loi, elle est... Non, mais parce qu'on a la majorité par le fait des choses. Par le fait la de quoi? loi, elle est bonne Par le fait des fraudes. parce que le caractère paritaire qu'il est en train de réclamer ici, on voit bien que ça vient de 3 institutions au moins. 3. Et donc, selon les connotations, ça peut reconfigurer la Chambre différemment. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que être majoritaire dans les 2 chambres avec un exécutif également qui est du même bord, c'est une faute politique ou alors c'est une faute de droit ou une faute d'éthique? Non, je ne crois absolument pas. Non, pas de faute. Absolument pas une faute. Il y a faute à la base. Et dans la fragilité... S'il vous plaît, honorable, lorsqu'on regarde la constitution, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature, Oui. il y a quand même une coloration, on va dire, elle n'est pas homogène. Ouais. Puisqu'on sait qu'il y a quand même au sein de ce conseil, au moins une personne qui ne sort pas du RDPC. Sauf si vous voulez qu'on reprenne tous les noms ici. Vraiment, les notions, Alors, mais est-ce que... les notions d'encartement, c'est pas mon dada. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour ce qui concerne, par exemple, le Conseil constitutionnel? Pour ne pas reprendre exactement le terme commission dont il a parlé. Est-ce que le président du Sénat, requérant l'avis de son bureau, est-ce qu'on a dit que c'est le président de RDPC du Sénat? Qui le désigne? On a dit le président du Sénat. Qui le désigne? On a dit le président de l'Assemblée nationale. Son bureau également peut avoir une autre connotation. Et donc, la fragilité, si je peux vous le concéder, vient de ce que, là également, l'opposition s'est affaissée. Et dans les 3 chambres, comme ils ne sont pas majoritaires... C'est pas parce que vous venez d'arriver à l'Assemblée nationale, vous avez attendez, premier mandat. Attendez, pourquoi je demande l'avis du bureau? Parce que ce bureau-là également, il faut qu'il soit connoté. Pourquoi à l'intérieur, qu'on dise au président, le nom là que tu envoies ne sied pas très bien à la composition de la chambre? Vraiment, c'est possible. Si cette chambre... Attends, non, si cette chambre, mais je sais pas, si cette chambre est majoritairement et de manière écrasante d'un bord, mais pourquoi ça vous va faites passer ça? comme une lettre à la poste. Imaginez par exemple une configuration, 40 députés de l'opposition, ou alors, je sais pas moi, 50 députés ou 70 députés venant de tel ou tel bord. Ça peut être... D'accord, terminez donc. Non, il n'a plus mon temps. Non, je voulais juste lui dire ceci. On dit souvent que comparaison n'est pas raison et que mais c'est vous qui faites les comparaisons. Qu'il n'y a aucune honte à copier le bon exemple. Chez nos frères gabonais, dernièrement, lorsque le président Oligui a été élu, il a décidé, vous savez, l'un de ses chevaux de bataille aujourd'hui, c'est de changer les institutions pour mettre en place la commission indépendante. On verra bien. Il a demandé à l'opposition de se retrouver, de nous proposer 3 noms. C'est un exemple que je donne. On peut dire par exemple que pour que vraiment qu'on ait quand même, même sur le plan des apparences, qu'on ait quand même... Sur le plan cosmétique. On peut dire à l'opposition de proposer 3 noms au Conseil constitutionnel. L'opposition peut se retrouver en conclave et proposer 3 noms. En fait, ça va quand même, même si ce n'est que sur les apparences, ça va quand même paraître à quelque chose, ça va ressembler à quelque chose. Non, mais vous avez raison. Vous avez d'autant plus raison que justement, on parlait tout à l'heure du cas du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que c'est bien le Conseil supérieur de la magistrature. Ce militant du SDF, je crois que c'est Paul Cuy. C'est quoi? C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Il est membre du Conseil constitutionnel. Et Roland Ngoïsi, du PCRN. Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que dans l'un ou l'autre, on peut avoir la possibilité. Le président peut effectivement donner une nouvelle coloration. Parce que c'est les Ngoïsi sont là, c'est la proposition du président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'ils jouent quand même. Non, mais. Ils jouent quand même. Hein. Ils jouent quand même. Maintenant, ce que je voulais dire pour chuter, en fait, nous sortons la question. Vous savez, tout à l'heure, pardon, j'ai fait une espèce de discussion pour parler encore de l'ECAM ici, que lorsque vous voyez, par exemple, tout le processus, bon, il y a des gens dans l'opinion qui font le procès à l'ECAM, que depuis, par exemple, que le processus est passé, pourquoi l'ECAM ne fait pas une sortie pour communiquer sur la situation qui prévaut? Par exemple. Mais objectivement, si on lit le code, l'ECAM n'a pas ce pouvoir de communiquer. Parce que dès qu'il transmet, il ne peut pas. Et puis, il y a autre chose. Tout à l'heure, je parlais, par exemple, des articles qui peuvent faire des modifications qui peuvent être apportées, des améliorations qui peuvent être apportées. Quand on donne la possibilité à l'ECAM de faire comme ça se passe ailleurs, où on donne la possibilité à la commission électorale, j'allais dire, de donner les résultats provisoires.
C'est-à-dire qu'au moment où il transmet, par exemple, avant de transmettre, ou bien au moment où il transmet le PV, ou bien le PV à la commission départementale de supervision, il donne les résultats provisoires. C'est-à-dire que chaque démembrement communal des élections Cameroun donne les résultats provisoires dans sa commune, avant de transmettre. Ce qui fait que le travail de la commission départementale sera donc maintenant de compiler les résultats qui sont venus. Ça permet d'améliorer le processus. Mais si on continue comme ça, ou dès que l'ECAM transmet les PV, il disparaît. Maintenant, c'est la commission départementale de supervision qui prend le relais. Et il y a un détail à apporter à ce niveau, beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque cette commission clôture son travail, il dresse son propre PV qui transmet à la Commission nationale de recensement général de vote. Ce n'est pas le PV sorti, venus des communes, des démembrements communaux qui sont transmis. C'est son propre PV qui est transmis à la Commission. Ok. De la Commission. Duval. Non. Alors, on va avancer. Duval. Oui, vous n'avez pas la parole. Maître, je voudrais qu'on sorte. Je voudrais qu'on sorte sur la question du Conseil constitutionnel. C'est vrai que vous l'avez déjà dit. Donc, je suppose que vous allez peut-être reprendre la même chose. Pour dire que peut-être qu'à la place du Conseil constitutionnel, on devrait avoir une cour constitutionnelle. Vous avez dit déjà dans une émission ici. Je pense que, objectivement, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une différence entre le Conseil constitutionnel, qui est un organe beaucoup plus politique que juridictionnel, et une cour constitutionnelle. Je pense que ce qu'il nous faut maintenant pour, j'allais dire, matérialiser une amélioration dans notre gouvernance électoralo-démocratique, il nous faut une cour constitutionnelle qui existe dans certains pays. Tous les grands pays d'Afrique francophone ont des cours. Le Sénégal. Sauf le Sénégal a un conseil constitutionnel. Mais qui travaille comme une cour. Tu comprends? Même je pense que c'est des améliorations qu'on peut apporter. Alors, mais finalement la question c'est le contenu et non forcément le nom. Oui, le contenu. Non. Nous en droit, le mot cour a son sens. Du point de vue schématique, quand vous dites une cour, vous êtes une juridiction. Un conseil n'est pas une juridiction. Non, il faut que vous le sachiez. Il y a une différence. Dans les pays sérieux qui veulent, j'allais dire, donner du pouvoir et l'indépendance à la justice, on parle de cour. C'est pour ça que c'est le nom qui donnera le pouvoir finalement. C'est pour chuter. C'est même pour ça que même aujourd'hui au niveau de la Cour suprême, il se pose un problème au niveau de ce qu'on appelle la Chambre des comptes. Logiquement, il nous faut une Cour des comptes. Parce que si on transforme la Chambre des comptes en Cour des comptes, c'est une institution qui aura des pouvoirs et qui va faire véritablement son travail de manière efficace. Donc le simple nom, la simple appellation peut changer en fait la configuration du contenu, c'est bien ça? Attends, mais il y a des attributions. Donc ce n'est plus un problème d'encartement finalement. Quand on dit Chambre des comptes, ça veut dire que c'est une chambre de on sait bien Quand on dit Cour des comptes, ça veut dire que c'est une institution indépendante. On s'est bien compris. C'est la vérité. On s'est bien compris. On avance. Tu me feras pas ça. Est-ce qu'on peut avancer? Non, on va pas revenir sur la question. Je vais vous donner la parole, mais pas sur le sujet. Non, Duval, s'il te plaît. Non, je vais vous donner la parole. Duval, s'il te plaît. Mais pas sur ce sujet. Mais comment tu ne me donnes pas la parole? Non, je vous donne la parole, mais pas sur le sujet. Effectivement, si vous ne répondez pas directement à la question, je vais vous la retirer. Parce qu'il faut qu'on avance. On est à 45 minutes de la fin de l'émission. Est-ce que l'un des chantiers prioritaires du président élu le 12 octobre dernier pourrait être justement la réforme de ces institutions, le Conseil constitutionnel et l'échéance Cameroun, pour permettre effectivement que l'élection au Cameroun ne soit plus une source permanente de conflits ou de contestation? Est-ce que ça doit être un chantier prioritaire? Je pose la question autrement, de votre point de vue. Le président qui a été élu le 12 octobre dernier et qui va être proclamé par le Conseil constitutionnel dans quelques heures et qui va prêter serment dans quelques jours, quels doivent être, de votre point de vue, les premiers actes forts au regard de la demande pressante du peuple camerounais et au regard des attentes ou bien de tout ce qu'il y a eu comme problème au cours du septennat? Le premier acte fort, c'est de dissoudre l'ECAM. Il faut dissoudre l'ECAM. C'est un organe qui est porteur de déflagration sociale majeure. Quand je dis dissoudre, j'insiste là-dessus. Voilà un organe qui est incapable de respecter l'article 130 du Code électoral camerounais, qui fait obligation de publier la liste électorale nationale. 80. L'article 80, pardon. Qui mentionne que la liste électorale nationale doit être publiée au plus tard le 30 décembre. Chaque année. Ils sont incapables. Ce qu'ils savent faire, c'est d'aller afficher les listes communales. On dit la liste, c'est singulier. La liste électorale nationale. Même là où besoin est. Il n'y a pas de là où besoin est.
ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la loi. Si, Dans la si. loi. Ça n'existe pas. Mais, Si. mais vous êtes député, mais ne vous faites pas, mais ne vous rendez pas ridicule. Non, tu n'as pas le moyen de me rendre ridicule. On dit la liste électorale nationale, point. Au plus tard, le 30 décembre. Chaque année, chaque année. Si vous voulez qu'on transforme S'il l'émission vous en autre plaît. chose, Voilà. ne S'il dites vous pas de plaît. bêtises comme S'il ça vous devant plaît. moi. S'il vous plaît. Vous des bêtises. S'il vous plaît. Ça c'est le premier Non, chantier. les enfants nous regardent à la maison, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Alors, donc, après ça, Celui qui a commencé à- après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il crée il nomme un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Il ensuite- augmente les salaires. Enfin, Mais ensuite, c'est le tout premier chantier. oui. Ensuite, il doit réconcilier les Camerounais avec Eux-mêmes. leur histoire et avec eux-mêmes. C'est très important parce qu'il y a une fracture terrible dans notre pays en termes de cohésion sociale. De trois, il doit engager, c'est vrai, si c'est par exemple le ministre, si c'est le candidat Issa Thioma, il connaît bien, il doit pacifier le Nord-Soudan, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Parce qu'il a travaillé dans ce gouvernement et il communiquait même parfois dessus en tant que porte-parole du gouvernement, donc ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Il doit nettoyer les écuries d'Ogias qui sont présentes dans ce gouvernement. En français facile, ça veut dire. En français, il doit neutraliser tous ceux qui ont perpétré, n'est-ce pas, des crimes économiques. D'accord. S'attaquer aux fossoyeurs de la fortune publique. Tout à fait. Et sans état d'âme. Et ils sont nombreux. Y compris lui-même peut-être. Autre chose. Lui-même qui? Lui-même, mais il a cité un nom, non? Mais j'ai dit si c'est... Non, vous voulez faire des autres. Non, je ne vais pas le Allez-y, désordre. Il a allez-y, cité un terminez. nom. Il a dit que si c'est Issa Kiroma Bakari, il dit qu'il mais si c'est Kiroma. faudra déjà qu'il commence à se l'appliquer à lui-même. Si c'est M. Parce qu'il a Biya géré qui est aussi donc pendant cette déclaré, période. si c'est M. Biya qui est donc déclaré, qui est proclamé vainqueur, parce qu'on parle de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, il y a des ministres également qui doivent neutraliser. Donc il y a Parce que forcément un nouveau gouvernement. la partie la Parce plus... que Jean Ouéra, on le voit sur d'autres cieux, non? Mais- Après une élection présidentielle, le Permettez- chef de l'État Oui, nomme un nouveau gouvernement, quitte à ce que ce soit le même. Permettez-moi de finir. Ah d'accord, ok. Parce qu'on peut reconduire certains alors qu'ils ont été dans la face la plus visible de l'échec de 43 ans d'origine. La première face la plus visible, Non, donnez pas les noms, s'il vous plaît. je ne donne pas les noms, Ok. c'est les routes. Ça impacte tous les Camerounais. Ce sont les routes. Mais bon Dieu, l'autoroute Douala-Yaoundé est devenue l'autoroute Yaoundé-Douala. Et on a fait 60 km. Yaoundé-Biboudi à plus de 300 milliards de francs CFA. Et Bolo va à comme deux tribus. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a jamais bitumé cette route. Prenez Yaoundé-Simalène. C'est toujours un problème. Donc ça fait près de 15 ans. Prenez la Dibamba. Quand vous êtes au niveau de la Dibamba, pour atteindre l'aéroport de Douala, l'aéroport international de Douala, vous mettez 2 heures de temps. Prenez la pénétrante ouest. Parce que là-bas, c'est la pénétrante est. Prenez la pénétrante ouest, passant par Bonabé, donc qui relie Douala, donc qui relie Bonabéry donc au Mungo. Ça ressemble à quoi? Prenez l'état de nos hôpitaux. Mais il y a un fait, il y a 2 faits marquants qui concernent, n'est-ce pas, les hautes personnalités qui ont bénéficié des évacuations sanitaires. Il y a le président du Sénat et puis il y a Le président du Conseil économique et social. le président du Conseil économique et social, M. Ayanluc, père à son âme, qui est décédé. Alors qu'on a vu tout un ministre nous dire ici que les hôpitaux du Cameroun sont comparables à ceux de l'hôpital américain de Neuilly. C'était devant vous à l'Assemblée nationale. Donc il a fait comprendre que tout... Mais moi je dis, il y a des ministres là qui ont été la face visible de l'échec. Et puis en plus, ces hautes instructions, il faudrait arrêter ça. Ces hautes instructions, on dit sur haute instruction du président de la République, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a pas élu le secrétaire général de la présidence de la République. On élit un président et pas le secrétaire général de la présidence de la République qui est régulièrement entré
n'est-ce pas, en conflit avec des ministres connus. Le dernier en date, c'était le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi. Au point où il a demandé, mais qui êtes-vous pour juger de ma fidélité? Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Il ne faudrait plus que des détournements gigantesques, comme ceux du Covid, comme ceux de la Cannes. Il y a eu le Covid-Gate, il y a eu la Cannes-Gate où les gens ont profité, le Covid-Gate où les gens ont profité de la détresse des Camerounais pour s'enrichir. Où il n'y avait même pas, c'est-à-dire où des gens, n'est-ce pas, ont vendu les kits Covid qu'ils ont reçus d'un pays étranger. C'est-à-dire qu'un pays étranger nous offre des kits Covid et ce ministre-là, le ministre de l'administration territoriale, va vendre ça au ministre de la Santé. C'est des choses qu'on ne doit plus observer. Et moi je dis, on ne veut plus d'un président de la République. Est-ce que vous réalisez qui en 7 ans, est-ce que vous réalisez, tient à peine un seul conseil de ministre? Est-ce que vous réalisez que vous n'avez pas utilisé le conditionnel, mais plutôt l'indicatif? Sur quoi? Vous dites qu'il y a un ministre qui a vendu des kits. Mais c'est dans le rapport de la Chambre des comptes. Vous le dites de façon péremptoire. Je dis péremptoire parce que c'est dans le rapport de la Chambre des comptes qui est présidé par l'excellent magistrat hors hiérarchie, Yap Abdou. Il a mis ça, c'est dans le rapport de la Chambre des comptes. Donc vous citez le rapport? Je cite le rapport. En compréhension, c'est disponible. Non, le rapport est disponible. C'est pas dedans, malheureusement. Et le rapport est disponible. Et avant même ce rapport, l'honorable Jean-Michel Nietzsche a fait de multiples sorties pour dénoncer cela. Vous êtes là en même. Le rapport n'a que donné raison au député Jean-Michel Nietzsche, qui n'est pas un député dormeur et gaudio comme On n'a pas les enfants qui nous regardent par hasard à la maison. Mais écoutez, puisque je vous retire la parole. Vous n'avez rien dit sur la parole. Vous n'avez rien dit. Jean-Aubert Wafo, je vous retire la parole. Donc on n'a plus besoin de son micro. On n'a plus besoin de Maître. Et jusqu'ici, ni pour la Cannes, ni pour le Covid, personne n'est allé en prison. On ne vous entend plus, hein? On vous a personne n'a rendu gauche. Alors, Maître Kak, quels sont les premiers actes forts que le président de la République devrait prendre, le nouveau président élu le 12 octobre dernier, effectivement, pour répondre aux aspirations profondes du peuple camerounais? Non, j'avoue qu'effectivement, il y a des chantiers qui s'imposent de manière prioritaire. Le premier chantier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie du débat, c'est la refonte de la législation électorale. Il faut revoir le code de 2012. Je pense que ça va nous aider à évoluer sur le terrain de la démocratie. Première chose. Deuxième chose, effectivement, il faut opérer la refonte du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que là également, il y a un sérieux problème au niveau de la justice camerounaise qui souffre, j'allais dire, de son manque d'indépendance. Cette réforme visera quoi? Visera à retirer au président de la République cette possibilité de présider ou bien mettre en place des mécanismes qui permettent que cela puisse se tenir même s'il est disponible. Oui, parce qu'il faut rappeler que depuis pratiquement 5 ans, ce Conseil supérieur de la magistrature ne siège pas. Il y a des jeunes magistrats qui sont sortis depuis 5 ans, qui n'ont jamais été affectés, qui n'ont même jamais été intégrés dans le corps. Parce qu'en réalité, dans la magistrature, quand vous sortez de l'ENAM, on vous intègre d'abord dans la magistrature avant de vous affecter. Malheureusement, depuis 5 ans, tout est totalement bloqué. Donc il faut essayer de donner un peu plus d'indépendance, un peu plus, j'allais dire, de mobilité à cette instance, parce que c'est très très important. Lorsque la justice, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est paralysé dans un pays, c'est toute la justice qui en pâtit. Et lorsque la justice en pâtit, c'est, j'allais dire, tout est à l'arrêt, rien ne peut marcher. Bon, deuxième chose. Troisième chantier, c'est le chantier infrastructurel. Effectivement, il faut des infrastructures routières. Il y a beaucoup d'axes routiers qui doivent être améliorés. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple ce qu'on appelle la nationale numéro 1, parce que beaucoup de gens ne savent pas, la nationale numéro 1, non, la nationale numéro 1 n'a pas trop de problème, parce que la nationale numéro 1, c'est Yaoundé, frontière Gabon, donc pas Kiosi, c'est la nationale numéro 1, qui passe par Mbalmayo et Bolova, en bas mes consorts. Mais il y a la nationale numéro 2, Yaoundé Kousseri. Beaucoup de gens ne savent pas. La nationale numéro 2, c'est ça. Yaoundé Kousseri. Donc ça part de Yaoundé, ça passe par Obala, Nanga Iboko, Bertois, Garoua Boulaye, Meganga, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Mora et Kousseri. Donc lorsqu'on vous parle par exemple de l'axe, d'une route qui fait beaucoup de bruit, on parle de l'axe Mora,
Waza, Dabanga, Koussiri. En réalité, c'est sur la nationale numéro 2. Il faut vraiment faire cette route dans les règles de l'art pour essayer d'apporter du bien-être aux populations de cette région. Troisième axe prioritaire, ça je le dis, c'est la nationale numéro 3. La nationale numéro 3 qui part de Yaoundé jusqu'à Idinao. Parce que tout à l'heure, lorsqu'il parlait de Bonabéry, il ne sait pas qu'en réalité, c'est sur l'axe, sur la nationale numéro 3. Donc, qui part de Yaoundé, Edea, Douala, c'est pas moi, Limbe et Dinao, c'est la même nationale. Donc il faut que cette route soit travaillée dans les règles de l'art. Parce qu'en réalité, lorsque les infrastructures routières ont des sérieux sont dégradées dans un pays, rien ne peut marcher du point de vue économique. Maintenant, il y a autre chose, toujours dans le domaine, s'il vous plaît, monsieur le maire. Personne ne l'écoute, hein, donc vous pouvez continuer. Voilà. Son micro est coupé depuis, allez-y. D'accord. Merci Duval. Bon. Maintenant, toujours dans le domaine, dans le secteur des infrastructures, il faut les infrastructures énergétiques. Parce que vous savez, il y a une priorité aujourd'hui. Ça également, c'est une priorité pour ce septennat qui arrive. Moi, je préfère parler du septennat. Ce septennat qui arrive, l'un des enjeux majeurs, c'est la transformation structurelle de notre économie, de manière à l'installer de manière définitive dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire de l'économie. Lorsque je parle du secteur secondaire, c'est le secteur de la transformation locale, donc le secteur de l'industrialisation. Lorsque je parle du secteur tertiaire, c'est le secteur des services. Il faut que notre économie quitte définitivement le secteur primaire pour s'installer dans le secteur secondaire. Or, pour cela, il faut des infrastructures sur le plan énergétique. Parce que si vous n'avez pas l'énergie électrique, par exemple, les industries ne peuvent pas fonctionner. Je parle sur le contour de député, peut-être tout à l'heure va me corriger. Voilà. Maintenant, il y a un troisième volet. Dans les infrastructures, toujours. C'est au niveau des infrastructures scolaires. S'il vous plaît, voilà. C'est pas possible. Quand vous parlez, on vous écoute. Tout à l'heure, il a parlé d'un chef de classe troubleur. Lui-même, je me rends compte que c'est un débatteur troubleur. C'est la vérité. Terminé, maître Kak. C'est moi qui distribue les points. Voilà, je disais donc... Aussi peu. Je disais donc qu'il faut des investissements dans le secteur scolaire, dans le secteur hospitalier. Parce que lorsque vous prenez par exemple le secteur scolaire, vous êtes un brillantissime journaliste d'investigation. Allez investiguer sur le terrain, vous verrez. Si Douala, par exemple, a 10 établissements secondaires, 950 sont des établissements privés. Cela veut dire qu'en réalité, l'État a sous-traité. L'État a sous-traité l'enseignement secondaire, le secteur de l'éducation aux privés qui viennent faire les affaires sur la tête des enfants. Il faut que cela s'arrête. C'est une priorité. Et maintenant, il faut également consentir d'énormes sacrifices pour l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. C'est des priorités. Et maintenant, pour chuter, effectivement, il faut que l'État, au cours de ces septennats, mettre un accent particulier pour changer de paradigme dans la lutte contre la corruption, notamment, ça je le dis, la main sur le cœur, parce que j'ai beaucoup d'éléments là-dessus, dans la gestion des marchés publics, parce que c'est là le premier goulot, le premier nid de détournement des deniers publics. Non, marché public, pourquoi ça ne marche pas? Personne ne respecte les délais d'exécution, parce qu'il y a beaucoup de détournements. Il y a une entreprise qui me disait il n'y a pas très longtemps que non, bon c'est vrai, il ne peut pas faire le travail parce que sa société n'a jamais été payée. Parce que le maître d'ouvrage, quand il y a des paiements, le maître d'ouvrage prend la plus grosse part. En réalité, c'est des choses qu'il faut combattre. Et c'est justement ça, pour chuter, qui a mis la gouvernance lors du dernier septennat à mal. Donc je pense que si ces sacrifices sont faits dans ces domaines que je viens de citer, je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations. D'accord. Alors, honorable Samuel Motte, ça, il faut se le dire, hein. Vraiment, on ne va pas continuer à faire la politique de l'autruche. Ce qui est évident, c'est que la performance réalisée par le RDPC au cours de cette élection, on va attendre les résultats. Ce qui est évident, c'est que la performance du RDPC au cours de cette élection 2025 est moins importante que celle de 2018. Cela veut dire qu'il y a un message clair qui a été envoyé au président de la République. Comment est-ce qu'il doit interpréter ce message fort issu du on va dire ça comment, exprimé par les urnes au cours de l'élection du 12 octobre dernier? Dans chaque élection, il y a effectivement un message qui apparaît. Et je pense que, comme vous l'avez bien précisé, la personne qui aura la gouvernance de notre pays pour les 7 prochaines années aura bien compris ce que le message qui leur a été porté
par les gens qui sont mobilisés le 12 octobre pour pouvoir participer à ce scrutin-là. Je me refuse cependant de faire des transpositions de posture. Je me refuse cependant de faire des transpositions de la pensée. Parce que c'est dans cette transposition-là très souvent que naissent la plupart des déceptions que j'entrevois ici ou là. J'ai suivi par exemple avec beaucoup d'attention deux énumérations tout à l'heure de ce qui doit être fait. Il est évident que la personne qui aura, j'espère très bien que ce sera le président national de RDPC, son Excellence Paul Biya, qui aura la charge de cette activité-là, il a une pleine connaissance, une connaissance parfaite de la société. Il a également quelqu'un qui a également une qualité d'audition qui peut lui permettre d'intégrer dans sa démarche, de demain ou après-demain, l'ensemble des messages qui ont été donnés ici ou là. On est très souvent déçu parce qu'on envisage que le président va faire telle ou telle chose. Il peut avoir toute une autre lecture de la situation. J'ai entendu tout à l'heure parler des routes. Oui, sous un certain nombre d'aspects, nos routes sont dégradées. Mais oui, c'est également un aspect dans lequel il y a eu un effort d'investissement au cours des 15 dernières années, un effort d'investissement important. De la même façon que lorsque je les entends s'appesantir sur des effets d'aubaine qui ont été créés... Pardon? Je vous ai dit que personne ne l'écoute au quartier. Non, donc continue. Il perturbe. On a coupé son micro depuis. De la même façon que quand je leur entends dire des choses sur notre système sanitaire, il n'est pas évident que la personne qui aura la gouvernance en toute connaissance de cause ait la même perception que ces points de vue qui ont été avancés jusque-là. Et c'est pour cette raison que je pense à mon âme et conscience, je ne veux pas aller nourrir la cohorte des déçus. Je pense que sur la base des professions de foi que j'ai lues jusque-là, je me suis déterminé en conséquence. Et par rapport à ce que j'ai vu faire ces dernières années, j'ai très bon espoir que, effectivement, vous avez vu le slogan grandeur et espérance, nous courons effectivement vers la consolidation de notre développement. Après, maintenant, il peut y avoir de temps en temps des ratés, des insatisfactions ici ou là, mais également ces insatisfactions peuvent être également nourries parce que nous avons le nez sous le guidon. Le Cameroun est multipolaire. Le Cameroun a embrassé plusieurs actes de développement aujourd'hui et il peut arriver effectivement que l'on subisse des effets pervers à un certain nombre de niveaux. J'aime le dire, 30 millions d'habitants aujourd'hui, on était 7 millions en 1982, 43 ans on n'a rien fait, pourtant l'espérance de vie a augmenté. Et on voit bien qu'il y a eu du mouvement d'ensemble dans plusieurs secteurs. Quand vous voyez ce pays-là aujourd'hui qui se consolide avec 30 millions d'habitants et 10 000 localités, il est évident que l'option de développement qui est le nôtre, qui consiste à dire que nous prenons le pari de ce qu'il n'y a pas que Douala et Yaoundé, il y a d'autres villes, il y a d'autres localités, 10 000 localités, et qu'on pense qu'on peut prendre le pari de ce qu'on peut envisager de les développer même au même moment, il y aura des effets pervers. Moi, j'ai très bon espoir de ce que ces choses-là iront en se consolidant. Après, maintenant, on peut me poser des nids de poules. Oui, des nids de poules, il y a. Mais je rentrerai ça dans le cas des effets pervers du développement. Parce que pendant que nous, les citadins, nous hurlons sur le fait qu'on nous a coupé 30 minutes de courant, et alors qu'à l'arrière, on fait du photovoltaïque pour que ces gens-là, pour une fois dans leur vie, soient éclairés, je considère également que le développement d'un pays peut être envisagé dans ces conditions-là. Quand je vois les gens qui hurlent sur les nids de poules, alors qu'effectivement, tout à l'heure, ils me disent, mais est-ce que l'on campe des routes? Jean-Robert Wafo, nous sommes dans un pays où nous avons le réseau routier le plus important. Et quand vous voyez la dynamique de développement de ces axes routiers-là, vous n'avez pas à parler des... Mais oui. Bien assuré. 121 000 km de route. 121 000. La côte... Non. 121... Mais oui, mais je parle de ça, Jean-Robert Wafo. En plus, voilà quelqu'un de... Après, vous allez m'accuser. Je ne veux même pas rentrer dans ce jeu-là. Si vous avez la chance, laissez-moi dire ça comme ça. Si vous avez la chance d'avoir une infrastructure routière dans votre localité, je peux être... Attendez. Je peux être heureux pour cela parce que votre localité fait partie intégrante de la République. Et puis, par ailleurs, lorsqu'on a commencé à faire l'infrastructure routière, il y a d'autres localités qui attendront. L'ONCAM est effectivement dans une situation d'attente, mais il a également
Mais oui, comme il y en a plein ailleurs. J'ai une discussion. Attendez. Non, je n'attends pas. Non, je n'attends pas. Honorable. À qui vous répondez? Pas encore. Non, mais je vous réponds à vous. Non, vous ne me répondez pas. Non, je vous réponds. Moi, la question que je vais poser, c'est les premiers actes forts. Vous avez commencé à les énumérer. Et dès qu'il vous a interrompu en parlant des routes, vous avez laissé sur les routes. Moi, je repose ma question, je ressens la question. Quel est le message profond que vous percevez et que les Camerounais doivent percevoir, et peut-être même les militants du RDPC? Parce qu'il faut savoir que le RDPC a fait une contre-performance. Quel est le message qui, de votre point de vue, doit apparaître dans ce vote du 12 octobre dernier? Quelles sont les leçons qu'il faut en tirer? Je ne suis pas sûr que la performance que vous considérez comme étant une performance, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a fait une performance qui n'était attendue de personne, qui peut avoir, je veux dire, grignoté un certain nombre de points chez nous, mais je ne considère pas que c'est une négation ou alors un rejet de la politique telle qu'a été menée. Il y a beaucoup d'éléments conjoncturels qui rentrent là, dans cette démarche-là, dans ce vote-là, qui fait qu'aujourd'hui, notre électorat s'est plus ou moins affaissé. Ça, je le concède. Mais ce que je vous ai dit en début de... Vous refusez de faire le bilan. Oh non, mais il m'intéresse également sur le bilan, je veux lui répondre là-dedans sur le bilan. Non, quand je dis le bilan, par exemple, le bilan interne, parce que vous le savez, en attendant la proclamation des résultats, on a quand même un certain nombre d'informations qui ressortent de certaines localités. Vous avez des élites RDPC qui sont les patrons du parti dans ces localités. Mais c'est de ça que je parlais, je vous savez que je parlais Duval. Quelles sont les leçons que vous devez en tirer? Que la personne que vous interviewez était le président de la commission de campagne communale à Yingui. Yingui, qui l'accuse par ailleurs d'avoir pas l'infrastructure routière. Mais ces gens-là, je peux savoir les parler. Et vous savez très bien que lorsque vous les avez parlé et que vous sortez là de ce scrutin-là, qui était effectivement un scrutin sous sanction avec 75% d'adhésion, vous ne pouvez pas dire qu'en réalité, il n'y a rien de fait là-dedans. Et je vous ai tout simplement dit, pour ne pas rentrer dans des sentiers effectivement qui seront des sentiers incertains, je vous dis tout simplement, la personne qui aura la gouvernance demain ou après-demain a une lecture suffisamment claire des messages qui ont été envoyés le 12 octobre. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il a la pleine conscience de ce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il faut faire. Mais en ce qui nous concerne, nous considérons effectivement que nous participons de la consolidation de ce développement-là. Et contrairement à ce que j'ai entendu aussi là, je suis désolé que vous avez pu m'interrompre là-dedans, parce que quand vous avez des panélistes qui disent plusieurs choses à la fois, donnez quand même le temps qu'on puisse y répondre. Même là également dans le cadre du Covid, même également dans le cadre du sanitaire, dans le domaine sanitaire, on a beaucoup progressé. Et cette évocation-là qu'ils ont de manière permanente dans leur bouche, on va en évacuation sanitaire pour 1001 raisons. Je vais vous donner une, rien Robert Wafo. Il vaut mieux se traiter sous anonymat que d'être traité là où on est très bien connu. Là également, ça peut être également un élément de choix. Quand je vais me faire soigner à Paris, personne ne me connaît. Là, je vais dans la clinique du coin, tout le monde me connaît, certainement parce que les Français souvent, vous avez eu l'honneur de m'inviter. Très bien. Alors, les Américains se soignent. Edmond Kangia, c'est vrai qu'il y a cette question que j'ai posée à tout le monde. Les premiers actes du président de la République élu le 12 octobre dernier, mais en même temps, je voudrais quand même qu'on puisse embrayer sur une autre question, un autre sujet. On ne peut pas faire comme si on ne vit pas au pays. On a quand même remarqué qu'il y a eu un certain nombre de violences, de tensions. D'ailleurs, lorsque vous parcourez les journaux, toute cette semaine, on ne parle que des violences, des tensions qui sont issues, n'est-ce pas, des opérations électorales du 12 octobre dernier. Ce n'est pas nouveau au Cameroun. On a eu une situation semblable en 90, pendant les années de Brest. On a bien vu qu'il y a eu, par exemple, des doyens, des personnalités qui ont pris la parole, qui ont travaillé comme médiateurs pour essayer, n'est-ce pas, de ramener les gens sur la table des négociations et éviter que la situation ne s'embrasse. Alors, où sont passés ces elders pour prendre, ou bien pour copier un peu aux anglo-saxons? Oui, avant de répondre à cette question, je crois que je devrais intervenir également sur l'aspect qu'a évoqué les autres copanélistes et dont je partage pratiquement l'essentiel des propositions qui ont été faites par rapport aux réformes que doit faire le prochain président. Il a l'habitude de me trouver seul, souvent. Réforme sur le plan institutionnel, réforme sur le plan politique, réforme électorale, réforme juridique. Je partage ce qui a été dit par rapport aux infrastructures routières, hospitalières, énergétiques, qu'il faut non seulement, qu'il ne faut plus seulement annoncer, mais qu'il faut réaliser et concrétiser au cours
du septennat qui va bientôt commencer après la prestation de serment. Je voudrais rappeler que en 2019, après la crise, donc pendant la crise post-électorale 2018, il y a une résolution du Parlement européen qui a demandé à l'État du Cameroun, notamment à son gouvernement, de convoquer une rencontre entre toutes les formations politiques pour parvenir à un système électoral consensuel. C'était depuis mai 2019. Si on avait écouté, je crois, le Parlement européen, je crois qu'on n'en serait pas là. On aurait déjà rapidement fait ce qu'on attend aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut revoir tout le corpus juridique, toute la législation camerounaise en matière de loi, de tests qui concernent le système électoral. Il faut revoir toutes les institutions qui sont des acteurs, des institutions parties prenantes du processus, c'est-à-dire ELECAM, Conseil constitutionnel. Et la question a été posée de savoir, est-ce qu'il faut garder ELECAM ou la dissoudre? Ça dépendra de celui qui sera élu dans la proclamation du Conseil constitutionnel. Mais il faudra absolument une réforme fondamentale de ces institutions-là pour que nous ayons une véritable commission électorale nationale indépendante. Que nous ayons des acteurs d'un processus qui vise à assurer au Cameroun des élections régulières, sincères, crédibles, impartiales. Et que l'engouement qu'on a vu depuis quelques années, et même cette année-ci, où des gens se sont massivement retrouvés à l'ELECAM pour avoir leur carte d'électeur, pour voter, la participation, j'attends de voir la participation, elle était forte, malgré une tendance pour certains à l'abstention ou au boycott. Mais on a vu beaucoup de gens aller voter dans l'esprit d'avoir un Cameroun différent de ce qu'on a connu dans le passé. Un Cameroun apaisé, un Cameroun qui va se renaître, qui va renaître de ses centres. Il faut que le futur président de la République soit vraiment convaincu qu'il faut que le Cameroun sorte de sa situation de pays pauvre très endetté. Il faut que le Cameroun cesse d'être un pays très divisé, où la haine, le mépris de l'autre, on a vu encore des actes sur le terrain. Vous parliez tout à l'heure de violence post-électorale dans certaines localités du pays, à cause des suspicions qui naissent du fonctionnement de certains agents télécom. On a vu des situations où qu'on croyait être oublié dans le passé. C'est-à-dire qu'après les élections, on assiste à l'incendie des maisons, des échoppes de certains commerçants dans certaines localités du Cameroun. C'est de retour et ce n'est pas bon. Il faut qu'on oublie cela. Ou par exemple? À qui aussi? Non. Permettez, monsieur le député, alors, de m'exprimer. Je n'ai pas terminé. Parce que je réponds pas à la question fondamentale. Nous sommes dans une société qui a besoin de ces elders, de ces sages. Ce qu'on n'a pas connu depuis un certain nombre d'années. Parce que dans le passé, on a eu, avant la tripartite et même pendant la tripartite, des aînés que nous considérons comme des elders qui, quand le pays est dans un climat sociopolitique tendu, se lèvent, rencontrent les partis ici et là. Je peux citer des noms: Feu Sopor Priso, Feu Kaji de Fosso, Feu le cardinal Christian Toumi et bien d'autres, que ce soit dans la vie politique, économique ou sociale, qui essaient de jouer le rôle des médiateurs auprès de la société civile, auprès de la classe politique, de l'opposition et du pouvoir, et qui avaient permis d'apaiser ce pays qui, pendant 6 mois pratiquement de ville morte, a pu connaître un renouveau, un nouveau départ qui a commencé, s'est concrétisé avec l'adoption et la promulgation de la Constitution du 18 janvier 1996. Et on a vu des élections qui sont reparties, des municipales et autres, où on a assisté à la victoire du SDF. Le SDF qui a joué un rôle majeur à l'époque de Tchermani John Fundi, de regretter moment lui aussi. Vous allez voir, je cite des gens qui sont tous partis. Et aujourd'hui, on ne voit pas, dans le climat actuel de tension sociopolitique, des aînés capables de jouer le même rôle pour apaiser, dont le futur président a un rôle d'apaisement majeur du climat sociopolitique. Et il est important, parmi les actes qui peuvent être posés, que les prisonniers politiques,
les prisonniers de la crise anglophone puissent connaître, que leurs problèmes puissent connaître un dénouement qui renforce un climat plus apaisé et amène les Camerounais à croire que c'est encore possible de vivre dans un Cameroun qui veut redémarrer, qui veut redécoller et qui attend beaucoup de ses enfants pour que nous ne soyons plus dans une situation où nos frères et sœurs de la diaspora ne savent plus s'ils doivent revenir encore au Cameroun ou s'il faut quitter le Cameroun pour aller au Canada. Bref, donner des signaux à la diaspora pour qu'elle sache qu'elle est partie intégrante au développement et qu'elle ait des assurances de ce qu'effectivement elle peut participer à ce développement. On sort de l'émission. Je vous donne 30 secondes, messieurs, juste pour me donner les noms, si vous en avez. Ces elders-là, est-ce qu'il y en a encore? Et qui sont capables d'aller à Itoudi, qui sont capables d'aller parler à Garoua, qui sont capables d'aller dans le Nozo, ainsi de suite, pour mettre les gens ensemble, des sortes de médiateurs de la République. Est-ce qu'il y a encore des gens capables de le faire? Il parlait tout à l'heure de Paul Sopor, de Père Kadji, du Cardinal Tumi. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Oui, il y a des gens comme Sa Majesté Sokoujou Jean Rameau. Oui, c'est quelqu'un qui est encore crédible, même s'il a une coloration politique. Ah bon, d'accord. C'est quelqu'un de très important. Contrairement à ce que certains pensent. Bon, il y a des gens comme ça. Et puis maintenant, je ne sais pas, il y a les chefs traditionnels. Même si les chefs traditionnels, en réalité, beaucoup ont une coloration politique. C'est ça un peu qui peut un peu déteindre. Jean-Aubert Wafo, vous avez ouvert son micro? Des noms? Non, mais moi je citerai exactement la même notabilité, à savoir Sa Majesté Sokoudou Jean Rameau, mais je doute bien fort. Parce que si c'est le président sortant qui est proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, je doute fort qu'il puisse servir à quelque chose. Parce qu'on a vu par le passé, je crois il y a moins de 3 ans, un elder, le sénateur Chief Moukete prendre la parole en pleine session parlementaire à l'Assemblée nationale, prendre son bâton, cogner sur le sol pour dire qu'est-ce qu'on fait ici alors que les gens meurent dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud. Il n'a même pas été entendu. La seule chose qu'on a pu faire, c'était de créer un grand dialogue national factice où on a donné donc des recommandations qui n'ont même pas été suivies. La preuve, c'est le transfert de 15% des ressources de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées qui restent attendues. D'accord. Et puis, bon, les elders. Je me rappelle aussi, à ce grand dialogue national, le sultan, Sa Majesté Ibrahim Boujoya, il a fait mais finalement, on avait cité que des personnes qui sont décédées. Vous allez quand même parler de leur ressuscité. Ils sont tous décédés. Abou Machoui. Il y avait Abou Machoui. Ok, merci. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous avez un ministre de l'administration territoriale qui traite les gens de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes tout dans le sujet? Oui, je suis dans le sujet. Alors, on sort de l'émission. Honorable Samuel Mout. Oui. Pour sortir de l'émission, je voudrais avoir votre avis. S'il vous plaît. Je voudrais avoir votre avis. S'il vous plaît. Je voudrais avoir votre avis, honorable Samuel Mout. C'est l'actualité, on ne peut pas ne pas en parler. Vous avez appris depuis quelques heures qu'il y a un certain nombre de leaders politiques qui ont été interpellés et qui sont retenus. Pour l'instant, on n'a aucune indication précise, officielle, sur les raisons de leur arrestation. Je pense à Anissé Georges Kané ou encore à Ndjekam Tchamini. Quel est le sentiment qu'il faut avoir? Pour nous, moi, pour ces 2 noms-là que vous avez cités, c'est des amis. Je crois que s'ils m'écoutent aujourd'hui, savent très bien la nature de la relation que nous avons ensemble. Et de ce point de vue-là, je pense également, au-delà de l'amitié, il y a la République. Je crois qu'on les a retenus pour un certain nombre de problèmes qui concernent notamment à l'ordre public. Et je les souhaite beaucoup de courage dans le cadre de cette, je veux dire, entrave à la liberté d'aller et venir. Et j'espère qu'ils sortiront le plus rapidement possible. Cela dit, nous voyons très bien qu'on n'a pas besoin d'avoir une société écartelée. Vous avez envoyé tout à l'heure la notion de médiateur.
mais sera bon médiateur la personne effectivement qui porte les stockades à l'équipe gouvernante. C'est la définition. De la même façon que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé des conseils constitutionnels, on m'a dit quelque part le conseil constitutionnel sénégalais a pris des décisions courageuses, comme pour dire qu'en face de ça, on peut avoir meilleur conseil que celui-là qui effectivement qui vient en contradiction avec l'ordre régnant. Lorsqu'on a effectivement des moyens que l'on a à une instance, quelle qu'elle soit, qu'on lui donne les moyens, qu'il a les moyens de prendre une décision courageuse, elle le prendra. Je considère, moi j'ai encore foi en la République. De la même façon que pour terminer sur le sujet, je pense également que, y compris les gens qui sont aujourd'hui entravés, ils doivent également avoir foi en la République. Et en ce qui concerne particulièrement Anissé Kane et Jean, je crois que c'est également des grands idéologues qui savent également ce que la République représente pour l'ensemble des citoyens que nous sommes. D'accord. Et puisque vous parlez de République, nous avons tous foi en la République et nous espérons que ces citoyens qui ont été interpellés et qui sont en ce moment retenus, et bien évidemment vont bénéficier de tous les droits qui sont garantis par la République, par l'État. Non, non, ce n'est pas un sujet en débat malheureusement. Je voulais juste avoir l'avis. Je voulais avoir l'avis de. Je voulais avoir l'avis de Samuel Motte, qui est un de leurs amis. Et vous étant également un de leurs amis, je suppose que l'avis que cet ami a est le même que le vôtre. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce dimanche. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Edmond Kamga, merci d'être là. Merci également à vous, honorable Motte. Merci à vous, maître Simon Serge Kakak. Merci à Jean-Robert Wafo. J'espère que vous serez un peu plus discipliné la prochaine fois dans notre salle de classe. C'est dans mon plan. À vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de droits de réponse. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.